Que feriez-vous si votre propre cœur vous poussait à fuir le jour où tout le monde attendait que vous disiez oui? C'est exactement ce qui s'est passé ce matin glacial devant l'église lorsque Clara Bell Whitmore est tombée à genoux dans la neige sale, les doigts brûlants, tandis que la bague brûlait sa paume et était projetée contre les bottes étincelantes de Thomas Garrett, l'homme qu'elle n'avait jamais voulu aimer. Baron, la voix de sa mère fendit l'air glacial comme un coup de fouet. Non, nous ne nous marions pas avec des barons. Des éclats de rire retentirent sur les marches de l'église comme du verre qui se brise. Clara ne réfléchit pas. Elle n'hésita pas. Elle se leva et courut vers la tempête, sa robe blanche emmêlée dans ses jambes et la poitrine sur le point d'exploser, sans savoir que, 11 kilomètres plus loin, les 5 enfants d'un rancher veuf étaient sur le point de perdre leur gouvernante à cause de la même tempête de neige qui l'engloutissait maintenant, sans savoir qu'ils allaient bientôt la suivre dans la neige, en criant un mot qu'elle n'aurait jamais cru entendre à nouveau. Maman, papa, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire ne parle pas seulement de fuite, mais aussi de la découverte de ce que vous ne saviez pas que vous cherchiez. Et avant de continuer, écrivez dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. Si vous aimez les histoires du Far West, celles qui parlent de courage, de destin et de seconde chance, abonnez-vous à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à créer ces récits qui viennent du cœur. Les cloches de l'église s'étaient tues depuis 20 minutes. Clara Bell Whitmore se tenait toujours debout devant l'autel, sa robe blanche amoncelée à ses pieds comme un tas de neige oublié. Personne n'osait la toucher. La Bible du révérend Whit pendait mollement entre ses mains. Les bancs s'étaient rapidement vidés. Seule la famille Garrett restait debout en demi-cercle, comme des juges lors d'un procès. Thomas ne la regardait pas. Thomas. La voix de Clara se brisa. Thomas, s'il te plaît, regarde-moi. Il détourna encore plus la tête. À sa place, sa mère fit un pas en avant, sa jupe de soie effleurant le parquet. Il n'y a rien à discuter. La voix de Madame Garrett avait la même température que le vent de décembre à l'extérieur. Le docteur Walsh l'a confirmé ce matin. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Les mots tombèrent comme des pierres dans une eau calme. Les mains de Clara tremblaient. Ce n'est pas... Il a dit que c'était peu probable. Elle dit... Il a dit que tu es stérile. Madame Garrett prononça le mot lentement, savourant chaque syllabe. Baron. Comprends-tu ce que cela signifie pour une famille comme la nôtre? Nous avons besoin d'héritiers. Nous avons besoin d'un héritage. Nous avons besoin d'une jument poulinière. Clara entendit sa propre voix venant de quelque part au loin. Tu as besoin d'une jument poulinière. La gifle fut rapide. La tête de Clara se tourna brusquement sur le côté, la joue en feu. Elle goûta le goût du sang. Comment oses-tu? La main de Madame Garrett était toujours levée. Après tout ce que nous avons fait pour toi, accueillir une institutrice inconnue, te donner la chance d'avoir une vie respectable, et c'est comme ça que tu me parles. Thomas finit par bouger. Pas vers Clara, mais vers sa mère. Ça suffit, maman. L'espoir brilla dans la poitrine de Clara. Nous devrions partir. Thomas prit sa mère par le bras. La voiture attend. Thomas. Clara l'attrapa par la manche. Thomas, nous pouvons encore... Il y a d'autres solutions. Nous pouvons adopter. Nous pouvons. Il s'écarta comme si son contact le brûlait. Il n'y a pas de « nous pouvons », Clara. Sa voix était plate, dépourvue de la chaleur à laquelle elle avait cru pendant 2 ans. En réalité, il n'y en avait jamais eu. J'ai besoin d'une épouse qui me donne des enfants. Tu ne peux pas, c'est simple arithmétique. Simple arithmétique, 2 ans de cours, des centaines de lettres, des milliers de promesses murmurées, au clair de lune réduite à de la simple arithmétique. Tu as dit que tu m'aimais. Les mots sortirent en déchirant la gorge de Clara. Tu as dit que rien ne changerait cela. Thomas s'arrêta à la porte de l'église. Pendant un instant, elle crut voir quelque chose d'humain sur son visage. Puis sa mère lui tira le bras. L'amour ne construit pas de dynastie, mademoiselle Whitmore. Le sourire de Madame Garrett était aussi fin qu'une lame de rasoir. Je vous suggère de quitter Pine Creek avant que les ragots ne rendent cela impossible. Aucune famille respectable n'engagera une femme stérile comme enseignante. Les enfants sont impressionnables. Ils pourraient être contaminés par votre infirmité. La porte de l'église claqua. Clara resta seule devant l'autel,
sa robe blanche lui brûlant la peau comme un linceul. Dehors, elle pouvait entendre des voix qui murmuraient, riaient, riaient. Ses jambes se mirent en mouvement avant que son esprit ne s'en rende compte. Elle sortit par la porte latérale et trébucha dans la ruelle entre l'église et le magasin. La neige imprégna immédiatement ses fines chaussures. Elle s'en moquait. Elle passa en courant devant la chapellerie où elle avait choisi son chapeau de mariée, devant la boulangerie où elle avait commandé le gâteau, devant la pension où elle avait vécu pendant 3 ans, enseignant la lecture aux enfants tout en rêvant d'avoir les siens. Madame Patterson se tenait sous le porche de la pension, les bras croisés. Mademoiselle Whitmore. Sa voix arrêta Clara net. J'ai appris ce qui s'était passé. Bien sûr qu'elle l'avait appris. Probablement que tout le village l'avait appris avant même que Clara ait fini de traverser le couloir. Madame Patterson, je peux vous expliquer. Ce n'est pas nécessaire. La vieille femme leva la main. J'ai emballé vos affaires. Elles sont près de la porte arrière. Clara sentit son estomac se nouer. Quoi? Je dirige un établissement respectable. Je ne peux pas laisser votre situation affecter mes autres clients. Madame Patterson ne la regardait pas dans les yeux. Je suis sûr que vous comprenez, mais nous sommes en décembre. Une tempête de neige approche. Et où suis-je censé aller maintenant? Cela ne me regarde pas. La porte se referma. Clara resta dans la rue, les flocons de neige se posant sur sa coiffure de mariée ruinée. Derrière elle, elle entendit d'autres chuchotements. Un groupe de femmes s'était rassemblé près des marches de l'église, leurs châles bien serrés pour se protéger du froid. Elle les reconnut. Madame Hicks, à qui elle avait appris à lire à son fils. Madame Cole, qui lui avait apporté de la soupe lorsqu'elle avait la grippe. Madame Brennan, qui avait demandé à Clara d'être la marraine de son plus jeune fils. Elle ne la regardait pas avec sympathie. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait chez elle, dit Madame Hicks. Sa voix résonnait clairement dans l'air glacial. Trop belle, trop instruite. Dieu rétablit toujours l'équilibre. Ma grand-mère disait souvent, les femmes stériles portent malheur. Madame Cole serra son châle autour d'elle, comme si la maladie de Clara était contagieuse. Mieux valait passer son chemin avant que cela ne se propage. La poitrine de Clara ne pouvait pas se dilater. L'air entrait par petits allaitements superficiels qui se transformaient en nuages blancs et disparaissaient. Elle força ses jambes à se diriger vers l'arrière de la pension. Sa malle était dans la neige, déjà dans la neige, déjà recouverte de poudre blanche. Tout ce qu'elle possédait au monde tenait dans une malle en cuir usée d'1 mètre de long. Où pouvait-elle aller? Elle n'avait pas de famille. Sa mère était morte quand Clara avait 12 ans. Son père avait bu sa vie jusqu'à la tombe 2 ans plus tard. Elle n'avait ni frère ni sœur, ni oncle, ni tante prêts à accueillir une parente pauvre. Elle n'avait aucune perspective d'avenir. La nouvelle se répandrait. D'ici la semaine suivante, tous les villages dans un rayon de 160 km seraient au courant de l'enseignante stérile. Aucun conseil scolaire ne l'engagerait. Aucune famille ne confierait ses enfants à une femme maudite pour avoir un utérus vide. Il n'y avait aucun espoir. Clara s'effondra près de sa malle. La robe de mariée s'étalait autour d'elle comme une moquerie de la vie qu'elle avait presque eue. La neige tombait plus fort. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle était assise là. Assez longtemps pour que ses doigts s'engourdissent. Assez longtemps pour que de la glace se forme sur ses cils. Assez longtemps pour que le froid cesse de lui faire mal et commence à la réconforter. Peut-être était-ce plus facile ainsi. Simplement rester assise là. Laisser la neige la recouvrir comme une couverture. Le lendemain matin, ce serait une tragédie de plus dont parlerait le village. Mademoiselle. Clara ne leva pas les yeux. Mademoiselle, vous allez, je l'ai assise là. Une ombre se projeta sur elle. Clara leva les yeux de force. Margaret O'Brien se tenait à côté d'elle, enveloppée dans un épais manteau de laine, ses cheveux gris dépassant d'une coiffe pratique. Elle était la propriétaire du magasin général à la périphérie du village. Clara lui avait acheté une fois du tissu pour la robe de mariée dans laquelle elle était maintenant en train de geler. Je lui ai dit, « Tu vas geler. » La voix de Maggie était rude. « Lève-toi. »« Pourquoi? » Clara s'entendit demander. « À quoi ça sert? » Maggie renifla. « Le sens, c'est que mourir dans un tas de neige est une façon stupide de mourir et je ne te croyais pas stupide. » Elle se baissa, attrapa Clara par le bras et la souleva avec une force surprenante. « Allez, le magasin a une arrière-boutique avec un poêle. » « Je ne peux pas payer. Je t'ai demandé de payer. » Maggie traînait déjà la malle de Clara dans la neige pêche. « Bouge tes pieds, ma fille, avant que je te laisse ici. »
Après tout, l'arrière-boutique du magasin général sentait le café et le cuir vieilli. Un poêle en fonte se blottissait dans un coin, diffusant une chaleur bienfaisante. Clara resta debout, trempée sur le plancher en bois, trop engourdie pour parler. Maggie lui tendit une couverture rugueuse et une tasse en étain contenant quelque chose de chaud. Bois. Il y a du whisky dedans. Ne le dis pas au révérend. Clara but. Le liquide lui brûla la gorge et s'installa dans son estomac comme un petit soleil. Pourquoi m'aides-tu? Sa voix sonnait étrangement. Oxida. Tous les autres? Tous les autres sont des moutons. Maggie s'installa sur une chaise qui grinçait. Ils suivent tout ce que disent les Garrett. Je suis dans cette région depuis 40 ans. Je suis venu d'Irlande avec rien d'autre que les vêtements que je portais et un mari qui est mort de fièvre avant d'arriver à Fort Loram. Elle fit une pause pour allumer sa pipe. J'ai vu beaucoup de femmes expulsées pour moins que ça. En général, elles ne survivent pas à l'hiver. Les mains de Clara se crispèrent sur la tasse. Mais toi, Maggie plissa les yeux, l'évaluant. Tu as quelque chose en toi. Je l'ai vu quand tu es entré dans ma boutique le mois dernier, marchandant un rub, comme si c'était une question de vie ou de mort. Un rire rauque. Envoie Spine marchander avec moi. Spine n'a pas beaucoup d'importance quand on n'a nulle part où aller. Peut-être. Maggie tira une bouffée sur sa pipe. Ou peut-être que c'est la seule chose qui compte. Elles restèrent assises dans le silence tandis que la tempête faisait rage dehors. Finalement, Maggie reprit la parole. Il y a un éleveur, Sam Coulter, qui possède une ferme à environ 11 kilomètres à l'ouest d'ici, près de la crête. Clara attendit. Sa femme est morte il y a 3 ans, en accouchant. La voix de Maggie s'adoucit légèrement. Le bébé n'a pas survécu non plus. Il s'est retrouvé seul avec 5 jeunes enfants et un ranch à gérer. 5 enfants. 5. L'aîné a 11 ans. Le plus jeune vient d'avoir 4 ans. Maggie tapota sa pipe contre l'accoudoir de sa chaise. Sa gouvernante a démissionné ce matin. Elle a dit qu'elle ne supporterait pas un autre hiver enneigé avec des enfants en détresse et un homme qui parle à peine. Clara sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Quelque chose de plus que du désespoir. Pourquoi me racontez-vous cela? Maggie la regarda dans les yeux. Parce que Sam Coulter se fiche complètement de ce que pensent les gens du village. Il a besoin de quelqu'un qui sache cuisiner, nettoyer et garder 5 enfants en vie pendant l'hiver du Wyoming. Il n'a pas besoin d'une poulinière. Il a besoin d'un être humain. Il ne m'aimera pas quand il l'apprendra. Ma chérie, dit Maggie d'une voix aiguë. Sam Coulter a vu sa femme mourir en hurlant dans un lit de sang sans pouvoir rien faire pour la sauver. Tu crois qu'il va te juger pour quelque chose dont tu n'es même pas responsable? Clara eut la gorge serrée. La route menant à son ranch sera impraticable demain. Maggie continua. Une forte tempête de neige s'annonce, mais si tu pars maintenant, tu arriveras peut-être avant qu'elle ne s'aggrave. Je n'ai pas ce de cheval. Moi, oui. Maggie se leva dans un craquement de ses articulations. L'ancienne mère Betty sait comment se rendre chez Coulter. Je lui vends des provisions quand elle ne peut pas venir au village. Clara la regarda fixement. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu tout cela pour une inconnue? Maggie s'arrêta à la porte arrière. Parce qu'il y a 40 ans, alors que je me tenais debout dans la neige avec pour seul bagage le souvenir de mon mari décédé, quelqu'un m'a aidé. Sa voix devint rauque. J'ai attendu longtemps pour rendre cette faveur. La tempête était violente. Clara se pencha sur le cou de Betty. La neige lui fouettait le visage comme des aiguilles glacées. La robe de mariée avait disparu, remplacée par un manteau de laine que Maggie avait mis dans ses mains. Sa malle était attachée derrière la selle et rebondissait à chaque pas. Elle ne voyait pas à plus de 3 mètres. Le monde s'était dissous dans le blanc et le gris. Le seul bruit était le hurlement du vent et la respiration haletante de Betty. 4 miles, avait dit Maggie. Suivez la crête jusqu'à ce que vous voyiez le pain frappé par la foudre. Puis tournez vers l'ouest, vers la fumée. Clara avait perdu le compte des miles depuis 1 heure. Le pain frappé par la foudre pouvait être n'importe où. Il pouvait être juste devant elle, invisible dans la tempête de neige. Betty trébucha. Clara s'agrippa à la poignée tandis que la mère se remettait d'une glissade sur la glace cachée. « Calme-toi, ma fille, calme-toi. » Les flancs du cheval tremblaient. Elle était épuisée. Elles l'étaient toutes les deux. Peut-être que tout cela avait été une erreur. Elle aurait peut-être dû rester en ville, au risque des commérages et des regards froids. Au moins, elle serait morte au chaud. Non.
Elle redressa le dos. Fini de mourir. Si elle devait mourir de froid, elle mourrait en avançant. Allez, Betty, encore un petit effort. Le cheval fit un pas, puis un autre, puis s'arrêta net. Betty. Clara lui donna un léger coup de pied. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Quoi? Une silhouette se dessina dans la neige. Le cœur de Clara se mit à battre à tout rompre. Des loups, des pumas. Par ce temps, un prédateur serait suffisamment désespéré pour attaquer un cheval et son cavalier. La silhouette s'approcha. C'était une petite fille. Une petite fille, âgée d'environ 8 ans, vêtue d'un manteau 3 tailles trop grand, debout sur le chemin de Betty, la neige s'accumulant sur ses épaules. Madame. La voix de la fillette était faible, presque perdue dans le vent. Madame, vous êtes perdue? Clara ne pouvait pas parler. Notre ranch est juste de l'autre côté de la colline. La fillette désigna le nez en blanc. P m'a envoyé vérifier la clôture, mais je peux vous montrer le chemin si vous voulez. Elle est seule ici. Clara retrouva enfin sa voix. Dans cette tempête, la fillette haussa les épaules. P a besoin d'aide avec le bétail. Il n'y a personne d'autre pour le faire. 8 ans, peut-être 9, au milieu d'une tempête de neige qui tuerait un homme adulte, vérifiant les clôtures parce qu'il n'y avait personne d'autre. Quelque chose se brisa dans la poitrine de Clara. « Je cherche le ranch Coulter », l'entendit-elle dire. Sam Coulter. Le visage de la petite fille changea. La fatigue fut remplacée par quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « C'est mon père. » Elle s'approcha de Betty. « Vous, la nouvelle gouvernante, mademoiselle O'Brien, avez envoyé un message à propos de... » « Oui, je suppose que oui. » La petite fille l'étudia longuement, avec des yeux trop vieux pour son visage, évaluant Clara de la même manière que Maggie l'avait fait. « Je m'appelle Ellie, » dit-elle finalement. « Eleanor Grace Coulter. Je suis l'aînée. »« Clara Whitmore. Vous feriez mieux de me suivre, mademoiselle Clara. » Ellie se retourna et se mit à marcher vers la tempête avec l'assurance de quelqu'un qui l'avait déjà fait des centaines de fois auparavant. « P va s'inquiéter si je ne rentre pas bientôt. Et les petits sont probablement en train de le rendre fou à cette heure-ci. » Clara pressa Betty d'avancer, suivant la petite silhouette à travers la neige. La maison du ranch apparut progressivement, comme un fantôme prenant forme. D'abord une lueur chaude à travers la blancheur, puis le contour sombre d'un toit. Puis un porche, une porte, une fenêtre avec une lumière vacillante derrière. Elle y poussa la porte sans frapper. « P, j'ai trouvé quelqu'un. » La chaleur frappa Clara comme une force physique. Elle resta sur le seuil, la neige fondant sur son manteau, clignant des yeux face à la lumière soudaine. Une cabane en bois, simple mais solide. Une cheminée en pierre dominait l'un des murs. Les flammes crépitaient contre le froid. Une table en bois grossière entourée de chaises dépareillées. Un coin cuisine avec des casseroles en fer, des herbes suspendues et des enfants. Ceux-ci sortirent de divers coins comme des lapins effrayés. Un garçon d'environ 9 ans, aux cheveux blonds et aux yeux méfiants. Une fille d'environ 6 ans, avec des boucles qui s'échappaient de ses tresses. 2 jumeaux d'environ 4 ans, identiques jusqu'à la tache collante sur leurs joues. Et Ellie qui fermait la porte derrière Clara Snow, secouant la poussière de son grand manteau. 5 enfants, tous la regardant comme si elle était tombée du ciel. « Qui est-ce? » demanda l'un des jumeaux. « Elle va rester? » demanda la petite fille aux cheveux bouclés. « Elle a l'air d'avoir froid, » remarqua le petit blond. « Elle a l'air triste, » dit l'autre jumeau. Silence, tout le monde. La voix venait de l'ombre près de la cheminée. Un homme s'avança. Sam Coulter était grand. Ce fut la première impression de Clara. Grand, les épaules larges et l'air usé, ce qui n'avait rien à voir avec son âge. Il ne pouvait pas avoir plus de 35 ans, mais ses yeux reflétaient des décennies d'épuisement. Il regarda Clara. Elle lui rendit son regard. Aucun des deux ne parla. Puis Ellie rompit le silence. « Voici mademoiselle Clara. C'est Isabelle O'Brien qui l'a envoyée. Elle va nous aider. » Sam serra la mâchoire. « Ah oui? Oui. » La voix d'Ellie dénotait un défi. Madame Miller a démissionné. Nous avons besoin de quelqu'un. Elle est quelqu'un. Clara observa le père et la fille se regarder dans les yeux. Dans ce regard se livrait une bataille silencieuse. De vieilles disputes et une douleur encore plus ancienne s'entremêlaient. Finalement, Sam expira. « Avez-vous déjà travaillé dans un ranch, Monsieur Clara? »« Non, monsieur. Cuisiner pour plus de personnes que vous. Seulement de temps en temps, gérer des enfants qui n'obéissent pas. Des tâches qui ne finissent jamais et des hivers qui tentent de vous tuer.
Clara pensa à la place du village, aux marches de l'église, à la porte de la pension qui claquait. Je peux apprendre. Sam l'étudia longuement. Les enfants retinrent leur souffle. Même le feu sembla s'arrêter. Les chambres sont à l'arrière, dit-il finalement. Vous les partagerez avec les filles. Les repas sont servis à midi et à 18 heures. Le dimanche, il y a la messe, quand les routes sont dégagées. Vous payez 15 par mois plus le logement. Il se tourna vers la cheminée. Ellie, montre à mademoiselle Clara où elle peut poser ses affaires. Oui, papa. Clara sentit les enfants s'approcher d'elle comme une douce marée. La petite fille aux cheveux bouclés lui prit la main. L'un des jumeaux lui prit l'autre main. Le garçon aux cheveux blonds prit sa malle. Je m'appelle Lily, dit la petite fille aux cheveux bouclés. J'ai 6 ans. Je m'appelle Noah, dit le jumeau en lui prenant la main gauche. Je m'appelle Nate, dit l'autre jumeau. Nous avons 4 ans. Nous sommes exactement pareils. Je m'appelle Jacob. Le garçon blond traînait déjà sa malle vers la chambre du fond. Mais tout le monde m'appelle Jake. J'ai 9 ans. Je ne parle pas beaucoup. C'est vrai, confirma Lily. Clara se laissa pousser en avant. Il lui était impossible de résister. Mademoiselle Clara. La voix était minuscule et hésitante. Elle baissa les yeux. L'un des jumeaux, Noah, pensait-elle, tirait sur sa manche. Vous allez rester? Vraiment? Restez. Pas comme Mme Thomas Miller, qui a dit qu'elle resterait et qui est partie. Le cœur de Clara se serra. Elle regarda le petit visage levé vers elle, l'espoir qui luttait contre l'attente de la déception, la façon prudente dont il se tenait, prêt à s'éloigner au premier signe de rejet. 4 ans et déjà blindé contre la perte. Je ne sais pas combien de temps je pourrai rester, dit Clara sincèrement, mais je promets que je ne partirai pas sans dire au revoir. C'est une vraie promesse, de celle qu'on ne peut pas rompre. Noah réfléchit. D'accord, dit-il finalement. D'accord, il ne lâcha pas sa main. Depuis sa place près de la cheminée, Sam Coulter observait la femme que ses enfants étaient déjà en train d'adopter. Il vit les cernes sous ses yeux, la façon dont elle tressaillait lorsque le vent secouait les fenêtres, la manière prudente et fragile dont elle se déplaçait, comme quelqu'un qui s'attend à ce que le sol s'effondre sous ses pieds. Il vit une femme qui avait récemment subi un coup dur. Il connaissait ce regard, il le voyait dans son propre miroir chaque matin. La note de Maggie était arrivée cet après-midi-là, apportée par le fils d'un voisin juste avant la tempête. Je t'envoie quelqu'un. Elle n'a nulle part où aller. Ne fais pas l'idiot. Typique de Maggie. Pas de détails, pas d'explications, juste une exigence déguisée en information. Il aurait dû poser des questions, il aurait dû découvrir qui était cette femme, ce qui l'avait amenée à sa porte, ce qu'elle fuyait. Au lieu de cela, il regarda Lily lui montrer le poêle à bois avec patience et sérieux. Il regarda Jake réclamer silencieusement sa malle, la transportant avec plus de soin que toute autre chose. Il regarda les jumeaux se disputer son attention, parlant en même temps avec enthousiasme. Il vit Ellie rôder à proximité, à la fois protectrice et méfiante. Ses enfants avaient besoin de quelqu'un. Il le savait depuis des mois, peut-être des années, depuis l'histoire de Mary. Il chassa cette pensée. La femme Clara croisa son regard à travers la pièce, juste un instant. Quelque chose se passa entre eux. Une reconnaissance, peut-être une chose brisée, reconnaissant une autre chose brisée. Puis Rosie l'entraîna vers la cuisine, et le moment s'évanouit. Sam reporta son attention sur le feu. Dehors, la tempête continuait de rugir. À l'intérieur, pour la première fois depuis 3 ans, sa maison ne semblait pas vide. Clara se réveilla avant l'aube au son d'un pleur. Elle resta immobile un instant, désorientée. Le lit lui était inconnu. Le plafond était différent. L'odeur de fumée de bois et de pain remplaçait celle de lavande et de poussière. Puis elle se souvint de l'église, de la neige, des enfants. Les pleurs reprirent, aigus et faibles, étouffés par les murs. Clara repoussa la couette et se leva. Le parquet mordait ses pieds nus. Lily dormait blottie dans l'autre lit, le pouce près de la bouche et le visage paisible. Elle suivit le son dans le couloir étroit. La chambre des jumeaux était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière de la lune qui filtrait à travers la vitre recouverte de givre. Nate dormait allongé sur le matelas, la couverture jetée par terre, mais Noah était assis, le dos droit, les genoux serrés contre la poitrine, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Clara s'agenouilla près de son lit. « Noah, qu'est-ce qui ne va pas? » Il secoua la tête, incapable de parler. Un cauchemar.
Un petit signe de tête. Clara hésita. Elle ne connaissait pas cet enfant. Elle ne savait pas ce qui le réconfortait, ce qui aggravait les choses. Quelles mines invisibles sa douleur avait-elle semées? Mais elle le savait, pleurant seule dans l'obscurité. Je peux m'asseoir avec toi? Un autre signe de tête. Elle s'assit sur le bord du lit, sans le toucher, simplement présente. Quand j'étais petite, dit-elle à voix mince, je faisais souvent des cauchemars dans lesquels je tombais. Je tombais, et rien ne m'arrêtait jamais. Noah retint son souffle. Ma mère me disait toujours quelque chose. Elle me disait, car les rêves ne peuvent pas te faire de mal. Ce n'est que ton esprit qui raconte des histoires pendant que tu dors. Ouais, et c'est toi qui décides si tu y crois ou non. Ça t'a aidé? La voix de Noah n'était qu'un murmure. Parfois, Clara faisait une pause. Parfois, je continue à croire aux mauvaises histoires quand même, mais savoir que j'avais le choix m'a aidé. Noah resta silencieux pendant un long moment. J'ai rêvé de maman. Il finit par dire, elle s'éloignait et je n'arrêtais pas de l'appeler, mais elle ne pouvait pas m'entendre. Et elle a continué à marcher jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Clara eut mal à la poitrine. C'est un rêve difficile. Elle est partie depuis longtemps. Noah s'essuya le nez avec sa manche. Mais parfois, j'oublie à quoi elle ressemble et ça me fait peur, au cas où je serais vraiment en train de l'oublier. Clara pensa à sa propre mère, à la façon dont son visage s'était estompé avec les années, ne laissant que des impressions, des mains douces, un rire particulier, l'odeur du pain cuit. Oublier à quoi ressemble quelqu'un n'est pas la même chose que l'oublier, dit-elle. Tu te souviens de ce qu'il ou elle te faisait ressentir. Tu te souviens des choses qu'il ou elle t'a apprises. Tu te souviens ce que tu l'aimais. C'est ce qui reste, Noah y réfléchit. Ellie dit, on ne doit pas parler de maman devant papa, ça le rend trop triste. Peut-être que Clara a soigneusement choisi ses mots. Ou peut-être que ton papa est triste parce qu'il pense que tu l'as oublié. Peut-être que parler d'elle aiderait tout le monde à se souvenir d'elle ensemble. Tu crois? Je pense que ça vaut la peine d'essayer. Quand tu seras prêt, la petite main de Noah trouva la sienne dans l'obscurité. Mademoiselle Clara, oui, tu resteras jusqu'à ce que je m'endorme. Oui, Noah, je resterai. Il ferma les yeux. En quelques minutes, sa respiration se stabilisa, ses mains toujours enroulées autour des doigts de Clara. Elle s'assit dans l'obscurité, écoutant le vent dehors, sentant la petite chaleur de la confiance d'un enfant. Elle ne remarqua pas que Sam se tenait dans l'embrasure de la porte et la regardait. Le matin arriva avec une lumière intense et éclatante qui se reflétait sur la neige fraîchement tombée. Clara avait dormi environ 3 heures. Ses yeux la brûlaient, son dos lui faisait mal à cause du matelas inconnu. Mais les enfants s'étaient déjà réveillés et dans les ranchs, on n'attendait pas que la fatigue arrive. Les œufs sont dans la cave froide. Ellie apparut à ses côtés, déjà habillée, les cheveux rassemblés en une tresse sévère, les fleurs dans la boîte bleue. P prend son café noir. Les jumeaux ne mangent des œufs que s'ils sont brouillés et mous. Jake ne mange rien si on le force. Lily mange de tout, mais fait semblant de ne pas le faire. Clara cligna des yeux. C'est beaucoup d'informations. Madame Miller ne m'a pas écouté quand je lui en ai parlé. La voix d'Ellie était monotone. C'est pour ça que ça a duré 3 semaines. Je t'écoute. Ellie l'observa un instant, puis hocha la tête. La cuisine est compliquée. Le régulateur se bloque. Il faut le bouger, sinon toute la cuisine se remplit de fumée. Elle partit avant que Clara n'ait pu répondre. Le petit déjeuner fut chaotique. Les jumeaux renversèrent un pot de lait. Jake apparut, mangea 3 bouchées et disparut sans dire un mot. Lily décida qu'elle détestait les œufs brouillés et mangea la portion que Jake avait laissée quand elle pensait que personne ne la voyait. Ellie resta assise, raide et attentive, corrigeant les manières de ses frères par des chuchotements aigus. Sam mangea debout, déjà habillé pour le froid. La tempête est passée, dit-il sans s'adresser à personne en particulier. Il faut aller voir le bétail. Je serai de retour à midi. Il partit avant que Clara n'ait pu répondre. Papa est toujours comme ça, lui dit Lily. Il n'aime pas rester à l'intérieur parce que ça lui rappelle maman, ajouta Nate. Silence. La voix d'Ellie résonna comme un coup de fouet. Ce n'est pas quelque chose que les étrangers doivent savoir. Le silence s'installa autour de la table. Clara posa sa fourchette. Tu as raison, Ellie. Je suis une étrangère. Vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas. Pas encore. Elle soutint le regard hostile de la fillette.
Mais je ne suis pas ici pour remplacer qui que ce soit, ni pour prétendre appartenir à un endroit où je n'ai pas ma place. Je suis juste ici pour aider, c'est tout. Ellie serra les mâchoires. C'est ce qu'a dit Madame Miller. Je ne suis pas Madame Miller. Comment puis-je le savoir? Tu ne peux pas le savoir. Clara garda une voix ferme. Tu devras attendre et voir. Quelque chose brilla dans les yeux d'Ellie. Ce n'est pas de la confiance, pas encore, mais peut-être la possibilité que ça le devienne. Bien, dit Ellie en se levant et en ramassant les assiettes. Les assiettes, c'est mon travail. Tu peux commencer par la lessive. Il y a une pile dans l'arrière-boutique qui est si grande qu'elle pourrait enterrer un cheval. Elle n'exagérait pas. Clara se tenait debout devant une montagne de vêtements sales, de draps et de serviettes, essayant d'estimer combien d'heures il lui faudrait pour les laver, les essorer et les étendre. Ce n'est pas si grave, dit Lily depuis la porte. Ellie laisse tout s'accumuler parce qu'elle déteste faire la lessive. Vraiment? Maman le faisait. La voix de Lily était pragmatique. Ellie essaie, mais ça la fait pleurer. Alors elle ne le fait que lorsqu'elle n'a pas le choix. Le cœur de Clara se serra. Une fillette de 11 ans qui essayait de maintenir la maison en ordre, pleurant à cause de la lessive parce que cela lui rappelait sa mère décédée. Bon, Clara retroussa ses manches. Et si tu me montrais où se trouve la bassine et qu'on le fasse ensemble? Le visage de Lily s'illumina. Vraiment? Vraiment? Je peux faire des bulles de savon? Tu peux faire toutes les bulles de savon que tu veux. Lily lui prit la main et l'emmena sous le porche arrière. À midi, Clara avait mal au bras et sa robe elle était trempée. Mais 3 étendoirs étaient suspendus, gelés sous le soleil hivernal, et Lily avait ri plus en 4 heures que depuis que Clara était arrivée. De petites victoires. Sam revint comme promis, secouant la neige de ses bottes sous le porche. Son visage était brûlé par le vent et ses mains à vif. J'ai perdu 2 veaux, dit-il laconiquement. Les loups les ont emportés avant que je puisse arriver. Je suis désolé, grogna-t-il en accrochant son manteau. Ça fait partie de la vie à la ferme. On en perd quelques-uns chaque hiver. Son regard balaya la pièce, s'attardant sur les sols propres, les vêtements pliés, la marmite de soupe qui mijotait sur la cuisinière. Tu n'as pas chômé. Lily m'a aidé. Lily m'a aidé à faire les tâches ménagères. Sam haussa les sourcils. D'habitude, il faut une loi du Congrès pour que cette fille lève le petit doigt. J'ai fait des bulles, annonça Lily, surgissant de nulle part. Des grosses. Mademoiselle Clara a dit que j'étais la meilleure bulleuse qu'elle ait jamais vue. Sam regarda Clara. Elle haussa les épaules. C'était vrai. Quelque chose changea dans son expression. Ce n'était pas exactement un sourire, mais les rides autour de ses yeux s'adoucirent légèrement. La soupe sent bon. C'est tout ce que j'ai trouvé dans le garde-manger. J'espère que ça te convient. Elle s'assit lourdement à table. Cela faisait longtemps que je ne m'attendais pas à un repas chaud. C'est bon. Ils mangèrent dans un silence presque total. Ce n'était pas vraiment agréable, mais ce n'était pas hostile non plus. Clara était en train de débarrasser la table quand Ellie fit irruption dans la pièce, le visage pâle. PJ est parti. Sam se leva immédiatement. Comment ça, il est parti? Je suis allé l'appeler pour le dîner et il n'était pas dans la grange. Il n'était nulle part. La voix d'Ellie tremblait. Ses manteaux et ses raquettes à neige ne sont pas là. Merde. Sam prit son manteau. Depuis combien de temps? Je ne sais pas. 1 heure, peut-être 2. Je croyais qu'il t'aidait avec le bétail. C'était censé être le cas. Sam serra les mâchoires. Je l'ai renvoyé à la maison quand le travail est devenu trop dur. Il n'est jamais rentré. Ellie secoua la tête au bord des larmes. Je vais le trouver. Sam était déjà à la porte. Reste ici. Garde les petits à l'intérieur. Je viens avec toi. Clara chercha son manteau. Non, j'y vais. Elle le regarda dans les yeux. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à le chercher. Ellie doit rester avec les enfants. Je suis la seule autre option. Sam hésita clairement, voulant discuter. Nous perdons du temps, dit Clara. Il jura entre ses dents. D'accord, reste près de moi. Ne reste pas en arrière. Le froid extérieur était glacial. Les poumons de Clara brûlaient à chaque respiration. La neige avait durci, craquant sous ses bottes avec des bruits aigus. Sam avançait rapidement, suivant des traces qu'elle ne pouvait pas voir. Où pourrait-il aller? Demanda-t-elle. Je ne sais pas. La voix de Sam était tendue. Parfois, il part se promener. Après la mort de Mary, il disparaissait pendant des heures, marchant simplement, sans aller nulle part. Il a 9 ans.
Il ne peut pas être allé très loin, assez loin pour mourir de froid si nous ne le trouvons pas avant la tombée de la nuit. Ils avancèrent entre les monticules de neige, inspectant les arbres, les poteaux de clôture, le lit gelé du ruisseau. Rien. Jake, la voix de Sam résonna dans les collines. Jacob. Seul le vent répondit. La poitrine de Clara se serrait à chaque minute qui passait. Le soleil se cachait derrière les montagnes. Il leur restait peut-être 1 heure de lumière. Là, elle attrapa le bras de Sam et désigna quelque chose. Une petite silhouette recroquevillée contre un tronc d'arbre tombé, à moitié enfoui dans la neige. Ils coururent. Jake tremblait violemment, les lèvres bleues et les doigts blancs. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien, Jake. Sam s'agenouilla et attira l'enfant contre sa poitrine. Jake, tu m'entends? P, le mot sortit entrecoupé. P, je n'ai pas pu la trouver. Trouver qui? Maman, les larmes gelèrent sur les joues de Jake. Je suis allé à l'endroit où nous l'avons enterré, mais la neige recouvrait tout. Je n'ai pas pu trouver la pierre tombale. Je n'ai pas pu. Sa voix se brisa en sanglots. Sam ferma les yeux et serra son fils plus fort dans ses bras. Tout va bien, lui dit-il d'une voix rauque. Tout va bien. Je suis là avec toi. Je voulais juste lui parler. Le corps de Jake tremblait. Je voulais juste lui parler de Mademoiselle Clara. Lui dire que nous avons quelqu'un maintenant. Qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour nous. Le cœur de Clara se brisa. Il faut le rentrer. Sa voix était plus ferme qu'elle ne se sentait. Il est en hypothermie. Sam acquiesça et souleva Jake comme s'il ne pesait rien. L'enfant s'agrippa au cou de son père sans cesser de pleurer. « Tu peux nous suivre ?» demanda Sam à Clara. « Oui. » Ils avancèrent rapidement dans la faible lumière. Clara avait les jambes en feu. Ses poumons hurlaient, mais elle resta collée à Sam, refusant de rester en arrière. La maison du ranch brillait comme un phare. Ellie avait ouvert la porte avant qu'il n'arrive sous le porche. « Mon Dieu, Jake! » Elle s'approcha de son frère. « Apporte des couvertures. » Sam la repoussa. Toutes les couvertures et de l'eau chaude, pas bouillante, tiède. L'heure qui suivit fut d'un tourbillon d'activité. Ils retirèrent dans des vêtements glacés de Jake, l'enveloppèrent dans des couvertures chaudes et lui firent avaler du bouillon chaud entre ses dents qui claquaient. Clara travailla aux côtés de Sam sans parler, anticipant ses besoins, lui apportant les choses avant qu'il ne les demande. Finalement, les tremblements de Jake diminuèrent. La couleur revint à ses joues. Son regard s'est fixé. Puis, sa voix était faible. « Est-ce que j'ai des ennuis? » Le visage de Sam était indéchiffrable. « Tu m'as fait perdre 10 ans de ma vie. Je suis désolé. C'est juste que je sais pourquoi tu es parti. » La voix de Sam s'est brisée. « Mais tu ne peux plus jamais refaire ça. Tu comprends? Tu ne peux pas partir sans prévenir personne. Pas en hiver. Plus jamais. » Jake acquiesça, les larmes aux yeux. « Elle me manque, murmura-t-il. Elle me manque beaucoup. » Sam serra son fils dans ses bras, enfouissant son visage dans les cheveux de l'enfant. « Je sais. » Elle me manquait aussi. Clara quitta silencieusement la pièce. Dans la cuisine, Ellie était assise à table, les mains crispées et le visage pâle. « Tout va bien, dit Clara. Ton père est avec lui. » Ellie acquiesça, mais ne se détendit pas. « J'aurais dû le surveiller, dit-elle d'une voix à peine audible. C'est mon travail. Surveiller les petits, assurer la sécurité de tout le monde. J'aurais dû l'en empêcher. » Clara s'assit en face d'elle. « Tu as 11 ans. Ce n'est pas ton travail de veiller à la sécurité de tout le monde. C'est trop pour n'importe qui, et encore plus pour une enfant. Mais depuis que maman est morte, depuis que ta mère est morte, tu en as fait plus que la plupart des femmes adultes pourraient faire. » Clara se pencha en avant. « Mais tu n'es pas sa mère, Ellie. Tu es sa sœur. Il y a une différence. » Ellie avait la lèvre tremblante. « Parfois, je suis tellement fatiguée, murmura-t-elle. Je ne veux plus être aux commandes, mais si je ne le suis pas, tout s'écroule. Tout ne s'écroulera pas. » Clara se pencha sur la table. « Je suis là maintenant. Laisse-moi porter une partie du fardeau. » Ellie regarda la main tendue de Clara. Pendant un long moment, elle ne bougea pas. Puis, lentement, elle la prit. Plus tard dans la nuit, après que les enfants se soient enfin endormis, Clara s'assit près du feu qui s'éteignait, trop épuisée pour aller se coucher. Des poules la firent lever les yeux. Sam se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air aussi épuisé qu'elle se sentait. « Jake dort, dit-il. La fièvre est tombée. Il va s'en sortir.
Tant mieux. Sam s'approcha de la cheminée et jeta une bûche sur les braises. Tu n'étais pas obligé de venir avec moi cette nuit. Oui, je devais le faire. Il se tourna vers elle. Pourquoi? Clara réfléchit à la question. Parce qu'hier, quand j'étais assise dans la neige, prête à laisser le froid me tuer, j'ai pensé que personne au monde ne se souciait de savoir si je vivais ou mourais. Elle fit une pause. Puis vos enfants m'ont regardé comme si j'avais de l'importance. Je ne sais pas si je peux être ce dont ils ont besoin. Mais je sais que je ne pouvais pas rester assise dans une maison chauffée alors que l'un d'eux était dehors en train de geler. Sam resta silencieux pendant un long moment. Madame Miller ne serait pas venue, dit-il finalement. Elle serait restée à l'intérieur près du feu et se serait dit que cela ne la concernait pas. Je ne suis pas Madame Miller. Non. Sa voix semblait étrange. Tu ne l'es pas. Il s'assit sur la chaise en face d'elle et ils restèrent silencieux, regardant les flammes. Mary t'aurait apprécié, dit-il soudainement. Clara retint son souffle. Ma femme, c'était vrai. Il s'interrompit et reprit. Elle avait une façon particulière de voir les gens, de voir ce qu'ils étaient vraiment sous toute la carapace qu'ils s'étaient forgée. Elle t'aurait vu. Clara ne savait pas quoi dire. Je n'ai pas parlé d'elle depuis longtemps. La voix de Sam était rauque. Les enfants pensent que cela me fait trop mal. Ils marchent sur des œufs quand ils prononcent son nom, comme s'il était fait de morceaux de verre brisés. Ça te fait mal? Tout te fait mal. Il regarda ses mains, mais ne pas parler d'elle fait encore plus mal. C'est comme si elle disparaissait chaque jour. Un peu plus. Et je ne peux pas. Sa voix se brisa. Je ne peux pas la laisser disparaître. Clara pensa au cauchemar de Noah, à la promenade désespérée de Jake au cimetière, au contrôle rigide d'Ellie. Tu devrais peut-être leur dire quoi? Qu'il n'y a pas de mal à parler d'elle, que vous voulez vous souvenir d'elle ensemble, pas séparément. Clara se pencha en avant. Ils ont tellement peur de te faire du mal qu'ils se font du mal à eux-mêmes. Et tu as tellement peur de leur faire du mal que tu restes seul avec ta douleur. Sam la regarda fixement. Depuis quand es-tu devenue une experte en matière de famille? Je ne le suis pas. Clara sourit tristement. Je n'en ai jamais eu. Pas vraiment. Mais je sais ce que c'est que d'être seul avec une douleur que l'on ne peut pas partager. C'est une façon terrible de vivre. Sam assimila cela. Pourquoi n'as-tu pas eu de famille? Le sourire de Clara s'estompa. C'est une longue histoire. J'ai le temps. Elle le regarda, cet homme brisé dans son fauteuil éclairé par le feu, et quelque chose se relâcha dans sa poitrine. Je devais me marier hier, dit-elle, avec Thomas Garrett, le fils de la famille la plus riche de Pine Creek. L'expression de Sam resta inchangée. Que s'est-il passé? Clara prit une profonde inspiration. Le médecin m'a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Il m'a traité de stérile, comme si j'étais un champ qui ne donnait pas de récolte. Sa voix se durcit. Thomas a décidé qu'il ne valait pas la peine de garder une femme qui ne pouvait pas lui donner d'héritier. Sa mère s'est assurée que tout le village sache pourquoi le mariage avait été annulé. Sam resta immobile. Oh, c'est pour ça que tu étais dans la neige. C'est pour ça que j'étais dans la neige. Et c'est pour ça que Maggie t'a envoyé ici. Elle a dit que tu ne me jugerais pas. La voix de Clara tremblait. Elle a dit que tu avais besoin d'aide, pas d'une jument poulinière. Mais j'aurais dû te le dire avant de venir. Tu as le droit de savoir quel genre de femme vit sous ton toit. Sam se leva. Clara se prépara. Ça arrivait. Le dégoût, le rejet, la porte qui se refermait sur une nouvelle chance d'appartenir. Mais Sam ne se dirigea pas vers la porte. Il s'approcha d'elle. Ma femme est morte en couche, dit-il à voix basse. Le bébé est mort aussi. C'était une fille. Nous allions l'appeler Rose. Le cœur de Clara se serra. Avant cela, il y avait eu 3 autres grossesses. Toutes avaient été perdues avant la naissance. Mary s'en voulait. Elle disait que son corps était brisé. Elle disait qu'elle était maudite. Je lui ai dit que cela n'avait pas d'importance. Je lui ai dit qu'elle était parfaite, telle qu'elle était, mais elle ne m'a jamais cru. Elle a continué à essayer et cela l'a tuée. Les larmes coulaient sur les joues de Clara. Alors ne me parle pas d'être jugé pour ce que ton corps peut ou ne peut pas faire. Les yeux de Sam se fixèrent sur les siens. J'ai vu la femme que j'aime se détruire en essayant d'être quelque chose dont elle pensait que j'avais besoin. Je ne reverrai plus jamais ça. Plus jamais. Clara était incapable de parler. Tu n'es pas brisée, dit Sam. Tu n'es pas maudite. Tu es juste une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est tout. Cela ne te rend pas moins importante. Cela ne te rend pas indigne.
Et quiconque te dit le contraire est un fichu idiot. Il se retourna et se dirigea vers sa chambre. À la porte, il s'arrêta. Dormez un peu, mademoiselle Clara. Demain sera une longue journée. Il partit avant qu'elle n'ait pu répondre. Clara resta seule, assise à la lueur du feu qui s'éteignait. Des larmes coulaient sur son visage. Cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'était autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Dans la chambre des enfants, une porte s'ouvrit en grinçant. Ellie sortit discrètement après avoir écouté chaque mot. Elle regardait désormais Clara d'un autre œil. Elle ne dit rien, mais le lendemain matin, lorsque Clara arriva dans la cuisine, le café était déjà prêt et Ellie l'attendait avec un sourire. 3 semaines avaient tout changé et rien changé. Clara avait appris le rythme de Ranch Coulter comme si elle apprenait une nouvelle langue. Le craquement des planches du sol qui signifiait que Sam était réveillé. Les pleurs particuliers qui signifiaient que Nate voulait de l'attention, par opposition à ceux qui signifiaient que Noah était vraiment blessé. La façon dont le silence d'Ellie pouvait signifier la satisfaction ou une tempête imminente. Les heures que Jake passait dans la grange à parler aux chevaux, car les chevaux n'attendaient pas de réponse. Elle apprit que Lily chantait en faisant le ménage, faux et joyeux, que les jumeaux communiquaient dans une langue qu'eux seuls comprenaient, que Sam l'observait quand elle pensait qu'il ne la regardait pas, avec une expression indéchiffrable. Elle apprit que le sentiment d'appartenance pouvait grandir lentement, comme la glace qui fond goutte à goutte. Mais Pine Creek ne l'avait pas oublié. Clara l'a découvert un mardi, lorsque les routes ont enfin été suffisamment dégagées pour aller faire des provisions. J'irai, a-t-elle proposé pendant le petit déjeuner. Nous avons besoin de toi ici avec le bétail. Sam a hésité. Les gens du village ne seront peut-être pas très aimables. Je peux supporter le manque d'amabilité. Elle n'a pas pu. Le magasin est devenu silencieux lorsqu'elle est entrée. Madame Henderson, qui avait souri à Clara pendant 3 ans, lui tourna le dos et s'éloigna. Monsieur Porter la servit sans la regarder dans les yeux, poussant ses achats sur le comptoir comme s'ils étaient contaminés. Dehors, un groupe de femmes la regardait charger la voiture. Sans vergogne, murmura l'une d'elles à voix haute. Emménager avec un veuf, 5 enfants à la maison et sans accompagnateur. Ils se ressemblent tous. Une autre répondit. Il a toujours été bizarre. Maintenant, il s'est trouvé une femme stérile. Quel genre de famille est-ce là? Les mains de Clara tremblaient tandis qu'elle montait dans la voiture. Elle arriva à mi-chemin de chez elle avant de devoir s'arrêter, quitter la route et laisser couler ses larmes. Quand elle arriva enfin au ranch, ses yeux étaient secs. Mais Ellie remarqua quelque chose. Que s'est-il passé? Rien, tu mens. Ellie croisa les bras. Tu as les yeux rougis, tu as pleuré. Clara soupira. Les gens du village n'ont pas été très accueillants, c'est tout. Que t'ont-ils dit, Ellie? Que t'ont-ils dit? Clara regarda cette féroce fillette de 11 ans, prête à mener des combats qui ne la concernaient pas. Rien d'important. C'est important pour toi. La voix d'Ellie se durcit. C'est important pour nous. Tu es à nous maintenant. Le cœur de Clara fit d'un bond. Quoi? Je suis à vous? Ellie le dit comme si c'était un simple fait. Les jumeaux en ont décidé ainsi dès le premier soir. Jake l'a décidé quand tu l'as aidé à le trouver. Lily l'a décidé avant même que tu n'enlèves ton manteau. Elle fit une pause. Je l'ai décidé quand j'ai entendu ce que Pete a dit. Tu l'as entendu? J'entends tout. Ellie leva le menton. Donc, quoi qu'en dise le village, ils ont tort. Tu appartiens à cet endroit, et ceux qui disent le contraire peuvent aller au diable. Clara s'étouffa dans un mélange de rire et de sanglots. C'est toute une déclaration pour une fille de 11 ans. J'ai presque 12 ans. Ellie attrapa la boîte de provisions. Aide-moi à porter ça à l'intérieur. Les jumeaux essaient de faire des biscuits et il y a de la farine partout. Clara la suivit, le cœur plus rempli qu'elle ne pouvait le supporter. Mais les rumeurs du village n'étaient qu'un début. 2 jours plus tard, Victor Harlan vint leur rendre visite. Clara était en train de pétrir du pain lorsqu'elle entendit le cheval approcher. Sam était dans le pré le plus éloigné. Les enfants étaient dispersés dans la ferme, occupés à leurs tâches matinales, où elle s'essuya les mains et ouvrit la porte. Un homme montait un cheval noir de grande valeur, vêtu de manière trop élégante pour un ranch. Il avait les cheveux argentés coiffés en arrière et le visage dur. Ses yeux froids l'évaluèrent comme si elle était du bétail à une vente aux enchères. « Je suppose que vous êtes Mademoiselle Whitmore. » Clara se raidit. « Qui demande? »
Victor Harlan. Il ne descendit pas de cheval. Je suis propriétaire des terres au sud d'ici et d'une bonne partie de Pine Creek. Monsieur Harlan. Clara garda une voix neutre. Monsieur Coulter n'est pas là pour le moment. Je sais. Je ne viens pas voir Monsieur Coulter. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Je suis venu vous voir. Je ne vois pas pourquoi. Ah bon? Il se pencha en avant sur sa selle. Vous avez fait beaucoup de bruit, mademoiselle Whitmore. La famille à Garrett est très préoccupée par votre présence continue dans la région. Ils préféreraient que vous partiez, que vous cherchiez un autre endroit où répandre votre malheur particulier. Clara serra les poings. Les Garrett ne sont pas mes maîtres. Non, mais ils me doivent une somme d'argent considérable, tout comme M. Coulter d'ailleurs. Le sourire de Harlan s'élargit. L'élevage coûte cher. Les factures médicales s'accumulent. J'ai une note signée par Sam Coulter lui-même. 200-300 $ à payer en totalité avant le printemps. Clara sentit son estomac se nouer. Il n'a pas autant d'argent. Non, il n'en a pas, ce qui le rend assez vulnérable aux suggestions. Harlan se redressa. Je vous suggère de partir discrètement avant que votre présence ici ne complique les choses pour une famille qui a déjà suffisamment souffert. Et si vous ne le faites pas, alors j'encaisserai la note. Sam perdra ce ranch. Ses enfants perdront leur maison. Tout cela parce qu'une femme stérile n'a pas su comprendre l'allusion. Il ramassa les rênes. Réfléchissez-y, mademoiselle Whitmore. Vous êtes douée pour perdre des choses. Ne faites pas perdre tout cela à ses enfants aussi. Il fit demi-tour et s'éloigna sans se retourner. Clara resta figée sur le porche. Les paroles de Harlan résonnaient dans sa tête. 200-300 $. Le ranch, la maison des enfants, tout cela à cause d'elle, mademoiselle Clara. La voix de Lily retentit derrière elle. Qui était cet homme? Clara s'efforça d'afficher une expression qui se rapprochait du calme. Personne d'important, ma chérie. Il avait l'air méchant, comme certaines personnes. Clara esquissa un sourire forcé. Comment vont les biscuits? Lily fit une grimace déçue. Ils ont brûlé. Alors on en fera d'autres. Viens. Mais tandis que Clara suivait Lily à l'intérieur, son esprit tournait à 1000 à l'heure. Elle devait en parler à Sam. Il méritait de savoir ce que Harlan l'avait menacé. N'est-ce que bon? Si elle lui en parlait, il se sentirait peut-être obligé de la défendre. Il pourrait refuser de la laisser partir. Il pourrait tout perdre en essayant de protéger une femme qu'il connaissait depuis 3 semaines. Mais si elle ne lui disait rien, si elle partait simplement, les enfants seraient en sécurité. Le ranch serait en sécurité. Sam n'aurait pas à choisir entre ses principes et la survie de sa famille. Elle se retrouverait seule, de retour dans la neige, de retour dans le néant. Mais ils iraient bien. Cela n'en valait-il pas la peine? Clara prit sa décision à la tombée de la nuit. Elle partirait cette nuit-là avant que quiconque ne puisse l'en empêcher. Elle fit ses valises en silence pendant que les enfants dormaient. Une valise. Son coffre d'origine était trop lourd à transporter. Elle devrait laisser derrière elle la plupart de ses affaires. Ce n'est pas qu'elle avait beaucoup pour commencer. Elle était en train d'écrire une note, quelque chose pour expliquer, pour que cela fasse moins mal, quand une planche du sol craqua derrière elle. Je pars quelque part. Sam se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés et le visage impassible. Clara cessa d'écrire. Elle allait laisser une lettre. Je vois. Il ne bougea pas. Allais-tu expliquer pourquoi ou simplement disparaître comme Babin Miller? Je ne suis pas Babin Miller. Alors parle-moi. Clara posa son stylo. Victor Harlan est venu aujourd'hui. L'expression de Sam ne changea pas, mais quelque chose dans son attitude se dit. Que voulait-il? Que je parte. Clara le regarda dans les yeux. Il sait que tu lui dois de l'argent. Il a dit que si je ne pars pas, il recouvrera la dette. Tu perdras le ranch. C'est ce qu'il a dit. Il l'a clairement laissé entendre. Sam resta silencieux pendant un long moment. Alors ta solution a été de t'enfuir au milieu de la nuit. Ma solution a été de protéger tes enfants en les quittant. Sa voix se durcit lorsqu'il les réveilla dans un autre espace vide où se trouvait auparavant quelqu'un en qui ils avaient une confiance. Clara frissonna. Ce n'est pas, c'est exactement ce que tu faisais. Sam s'approcha. Tu fuyais parce que c'est plus facile que de te battre, parce que toute ta vie, on t'a dit que tu ne valais rien. Alors tu as pensé que tu m'épargnerais ce problème. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Ses yeux se fixèrent sur les siens. Victor Harlan essaie depuis 5 ans de s'emparer de cette terre. Il a essayé de l'acheter à mon père.
Il a essayé de m'arnaquer. Il a menacé, manipulé et conspiré. Et pas une seule fois, pas une seule fois, il n'a mentionné ce billet parce qu'il sait que s'il l'encaisse, je trouverai un moyen de le payer. Je vendrai du bétail. Je demanderai un prêt à Maggie. Je travaillerai jusqu'à l'épuisement. Mais je ne perdrai pas ces terres. Clara le regarda fixement. Alors pourquoi? Il t'en a parlé parce qu'il savait que tu t'enfuirais. Sam baissa la voix. Il savait que tu penserais que cela ne valait pas la peine de se battre. C'est ce que font les hommes comme Harland. Ils trouvent le point faible et en profitent. J'essaie d'aider. Tu essaies de disparaître. Sam l'a saisi par les épaules. Ça suffit. Clara retint son souffle. Pourquoi t'en soucies-tu? Tu me connais depuis 3 semaines. Parce que mes enfants t'aiment. Les mots sortiront d'une voix rauque, presque colérique, parce qu'Ellie sourit maintenant, parce que Jake parle à nouveau, parce que les jumeaux ne font plus de cauchemars toutes les nuits, parce que Lily chante plus fort quand tu es dans la pièce. Elle la serra plus fort, parce que cette maison ressemble à nouveau à un foyer, et que la foudre me frappe si je laisse Victor Harlan nous enlever ça. Les yeux de Clara brûlaient. Et si je ne le mérite pas? Tu le mérites. Tu ne le sais pas. Moi, je le sais. Sa voix se brisa. Je le sais parce que Mary m'a dit un jour que l'amour n'a rien à voir avec ce que quelqu'un peut vous donner. Il a à voir avec qui est cette personne. Et vous, Clara Whitmore, vous êtes exactement ce dont cette famille a besoin. Une larme coula sur sa joue. Je ne sais pas comment rester, murmura-t-elle. Je n'ai jamais. Personne ne l'a jamais fait. Alors apprends. Les mains de Sam se posèrent doucement sur ses épaules. Reste. Laisse-nous t'apprendre. Clara regarda cet homme brisé, obstiné et magnifique, qui lui offrait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, une raison de rester. Harlan n'abandonnera pas, dit-il. Moi non plus. Il a de l'argent, du pouvoir et des relations. J'ai de l'obstination, 5 enfants et une femme qui fait du pain qui n'a pas le goût du cuir de sel. Clara rit à travers ses larmes. Ce n'est pas grand-chose. C'est suffisant. La voix de Sam s'adoucit. C'est plus que suffisant. Elle ne partit pas cette nuit-là, ni la suivante, mais Heron n'en avait pas fini. Une semaine plus tard, le premier bétail disparut. 20 têtes disparurent du pâturage nord pendant la nuit. Il n'y avait aucune empreinte, aucun signe de loup ou de voleur, juste un espace vide là où se trouvaient auparavant les animaux. Sam partit à l'aube pour les chercher. Il revint au coucher du soleil, épuisé et les mains vides. Ils ont disparu, dit-il laconiquement, comme s'ils s'étaient évaporés dans les airs. Ce sont des loups. Les loups laissent des cadavres, ou au moins du sang. Il jeta ses gants sur la table. C'était délibéré, planifié. Quelqu'un les a fait fuir pendant que nous dormions. Harlan, tu ne peux pas le prouver. Sam serra les mâchoires. Mais si, Harlan. 3 jours plus tard, la grange a pris feu. Clara s'est réveillée en hurlant. Elle s'est précipitée dehors et a vu les flammes lécher les murs en bois et la fumée s'élever dans le ciel nocturne. Sam était déjà là, criant des ordres et tirant des seaux de l'eau du puits. Emmène les enfants à l'intérieur, lui cria-t-il lorsqu'il la vit. Je peux aider à l'intérieur maintenant. Clara rassembla les enfants en pleurs, les emmena sous le porche et les fit regarder depuis un endroit sûr pendant que leur père luttait contre les flammes. Les voisins arrivèrent en moins d'une heure, la famille Jensen, qui vivait à 5 km à l'est, les Whittaker, du nord. Ils formèrent une chaîne humaine avec des seaux et luttèrent contre le feu jusqu'à l'aube. La grange avait disparu, et avec elle, la moitié de la nourriture pour l'hiver. Dans la lumière cendrée du matin, Sam se tenait parmi les ruines, le visage noirci et les yeux enfoncés. « Nous pouvons la reconstruire, » dit Clara à voix basse. « Avec quel argent ?» demanda-t-il d'une voix éteinte. « Avec quel temps? Nous sommes à peine à la moitié de l'hiver. Il faut nourrir le bétail. Si nous manquons de foin, nous en chercherons davantage. Là où le village ne nous en vendra pas, Harlan s'en est assuré. » Sam donna un coup de pied dans une poutre carbonisée. Il nous étrangle lentement et soigneusement, et je ne peux rien y faire. Clara le vit s'effondrer et quelque chose en elle changea. Elle avait passé toute sa vie à laisser les autres décider de son destin, à les laisser définir sa valeur, à les laisser la pousser, la piétiner, la repousser. Plus maintenant. Oui, il y a quelque chose, dit-elle. Sam leva les yeux. Il y a quelque chose que tu peux faire, quelque chose que nous pouvons faire. Clara redressa les épaules.
Nous allons nous battre. Comment? Je ne sais pas encore. Mais je n'ai pas survécu à mon expulsion de mon mariage, à avoir failli mourir de froid et à être tombée amoureuse de 5 enfants pour voir Victor Harlan gagner. Sam resta immobile, tombée amoureuse. Le visage de Clara rougit à la pensée des enfants. Je voulais dire que je comprends ce que tu voulais dire. Sa voix semblait étrange. Clara P. La voix d'Ellie rompit le moment. Papa, quelqu'un arrive. Ils se retournèrent. Une charrette chargée de bottes de foin remontait le chemin. Maggie O'Brien était assise sur le siège conducteur, enveloppée dans des couvertures, l'air très contrarié. Bon, cria-t-elle. Quelqu'un va m'aider à décharger ça ou je vais devoir le faire toute seule? Sam s'approcha d'elle. Maggie, quoi? De la nourriture pour ton bétail? Elle descendit avec raideur. Ne me demande pas où je l'ai trouvé. Ne me demande pas combien ça a coûté. Remercie-moi et tais-toi. Je ne peux pas me le permettre. Je t'ai demandé de me rembourser? Les yeux de Maggie brillaient. Je t'ai dit de me remercier. Ça veut dire que tu ouvres la bouche, que des mots en sortent et qu'aucun d'entre eux ne concerne l'argent. Sam se tut. Clara s'avança. Merci, Madame O'Brien. Au moins quelqu'un a de bonnes manières. Maggie regarda Clara et son expression s'adoucit légèrement. J'ai appris pour l'incendie. J'ai aussi appris pour le bétail. Harlan devient de plus en plus audacieux. Tu sais que c'est lui. Tout le monde le sait. Personne ne peut le prouver. Maggie commença à défaire les balles de foin. Mais il y a peut-être un moyen. Clara et Sam échangèrent un regard. Quel moyen? Demanda Sam. Maggie s'arrêta et les regarda tous les deux. Harlan contrôle ce territoire depuis 20 ans, mais il n'est pas honnête. Aucun homme qui devient aussi riche ne reste honnête. Elle baissa la voix. Il existe un livre de comptes, des registres de tous les pots de vin, de toutes les menaces, de toutes les transactions louches qu'il a conclues. Sa femme me l'a dit quand elle était encore consciente. Où est-il? Chez lui, dans son bureau, dans un coffre-fort. Maggie pinça les lèvres. Le problème, c'est qu'il serait presque impossible de le récupérer. Il a des hommes qui surveillent cet endroit jour et nuit. L'esprit de Clara s'emballa. Presque impossible n'est pas impossible. N'y pense même pas, dit Sam d'un ton sec. S'il nous attrape, si nous ne faisons rien, nous perdrons tout de toute façon. Clara se tourna vers lui. Tu as dit que tu te battrais. C'est ainsi que nous nous battons, en faisant irruption chez un homme, en volant, en dénonçant un criminel. La voix de Clara se durcit, en protégeant notre foyer, notre famille, notre famille. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. L'expression de Sam changea. Quelque chose bougea derrière ses yeux, profond et puissant. Notre famille, répéta-t-il à voix basse. Oui. Clara ne détourna pas le regard. La nôtre. Le moment se prolongea. Puis Sam acquiesça. D'accord, nous le ferons ensemble, mais intelligemment et sans en parler aux enfants. D'accord. Maggie les regarda tous les deux, un sourire complice aux lèvres. Eh bien, dit-elle, ça va être intéressant. Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, ils élaborèrent leur plan. Clara assisterait à la réunion sociale de l'Église le samedi, un événement qu'elle avait évité depuis son arrivée. Elle serait visible, elle attirerait l'attention, il serait impossible de l'ignorer. Pendant que le village observait la femme stérile, tout le monde parlait de Sam et de Maggie s'approcherait de la propriété de Harlan par l'arrière. Maggie connaissait la maison pour y avoir livré des colis pendant des années. Elle connaissait les routines, les points faibles. C'était risqué, dangereux, peut-être illégal, mais c'était leur seule chance. Sam, dit Sam lorsqu'ils eurent terminé. 3 jours pour se préparer. Je devrais m'entraîner à détourner l'attention, dit Clara d'un ton sec. Sam la regarda. Tu n'auras pas besoin de t'entraîner. Clara retint son souffle. Que veux-tu dire? Il ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il tendit la main et repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. Ses doigts s'arrêtèrent sur sa joue. Je veux dire que tu me distrais depuis le moment où tu as franchi ma porte. Le cœur de Clara s'arrêta. Sam, je sais que ce n'est pas le bon moment. Sa voix était rauque. Je sais qu'il y a des centaines de raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose avant samedi, au cas où les choses tourneraient de mal. Rien ne va mal tourner, au cas où. Ses yeux se fixèrent sur les siens. J'ai besoin que tu saches que tu n'es plus seulement la femme de ménage.
Tu as cessé de l'être depuis longtemps. Qu'est-ce que je suis, mon foyer? Le mot sortit entrecoupé. Tu es mon foyer. Les yeux de Clara se rempliront de larmes. Sam, tu n'as rien à dire. Il recula d'un pas et baissa la main. J'avais juste besoin que tu le saches. Il se retourna et se dirigea vers sa chambre. Clara resta seule dans la cuisine, le cœur battant fort, le poids de ses mots pesant sur elle comme une couverture. Un foyer, elle n'en avait jamais eu auparavant. Elle avait désormais quelque chose qui valait la peine d'être défendu. Le samedi approchait et Clara Whitmore avait cessé de fuir. Le samedi arriva, froid et impitoyable. Clara se tint devant le petit miroir de la chambre des enfants, les mains tremblantes tandis qu'elle nouait son col. La robe lui avait été prêtée par Maggie, d'un bleu profond, respectable, pas trop élégante. Une robe qu'une femme de ménage pourrait porter pour aller à l'église. Une robe qui ne attire pas l'attention. Sauf que tout chez Clara attirait l'attention. « Tu es belle maintenant, dit Lily depuis la porte. Clara se retourna et esquissa un sourire forcé. « Merci, ma chérie. Tu as peur? » La question prit Clara au dépourvu. Pourquoi aurait-elle peur? Tes mains tremblent. Lily s'approcha et prit les doigts de Clara entre les siens. Les mains de maman tremblaient avant d'aller en ville. Elle disait que les gens n'étaient pas toujours gentils. Clara eut la gorge serrée. Parfois, les gens ne sont pas gentils, mais cela ne signifie pas que nous devons nous cacher d'eux. P dit que se cacher, c'est bon pour les lapins. Ton papa est un homme intelligent. Lily lui serra les doigts. Ne les laisse pas te faire pleurer. Tu es meilleur qu'eux. Clara s'agenouilla et serra Lily dans ses bras. Depuis quand es-tu devenue si sage? J'ai 6 ans, je sais tout. Clara rit malgré sa nervosité. Reste près d'Ellie aujourd'hui. Aide-la avec les jumeaux. Je serai de retour avant le dîner. Tu me le promets? Clara hésita. Je promets que je ferai tout mon possible pour revenir. C'était la réponse la plus sincère qu'elle pouvait donner. Le trajet en charrette jusqu'à la ville lui parut interminable. Sam était assis à côté d'elle, silencieux, la mâchoire serrée. Ses mains agrippaient les rênes, les jointures blanchies par la tension. Maggie voyageait à l'arrière, cachée sous des couvertures et du foin, prête à s'enfuir dès qu'ils arriveraient à la périphérie de la ville. « Souviens-toi, dit Sam à voix basse. Reste visible, fais en sorte qu'on te surveille. Ne laisse personne t'isoler, je connais le plan. » Clara, il se tourna vers elle. Si quelque chose tourne mal, rien ne tournera mal. Si ça tourne mal, sa voix se durcit. Pars. Ne m'attends pas. N'essaie pas de m'aider. Prends la voiture et retourne avec les enfants. Je ne te laisserai pas partir. Les enfants ont besoin de nous deux. Clara le regarda dans les yeux. On le fait ensemble ou on ne le fait pas? Sam serra la mâchoire. Tu es la femme la plus têtue que j'ai jamais connue. J'ai appris des meilleurs. Quelque chose brilla dans son regard. Presque un sourire. Ils arrivèrent à la périphérie du village. Maggie glissa hors de la voiture et disparut dans l'ombre des bâtiments. Clara la regarda s'éloigner, le cœur battant à tout rompre. « Tu es prête? » demanda Sam. « Non. »« D'accord, moi non plus. » Il l'aida à descendre de la voiture, la main posée sur la sienne. « Clara. Oui, ce que j'ai dit l'autre soir à propos de toi à la maison. » Il fit une pause, cherchant ses mots. Je le pensais vraiment. Clara eut mal au cœur. Je sais. Quand tout ça sera fini. Quand tout ça sera fini, dit-elle à voix basse. Nous aurons le temps. Elle lui serra la main une fois, puis la lâcha. Le temps d'affronter les loups. La réunion sociale de l'église battait déjà son plein lorsque Clara entra. Les conversations s'arrêtèrent. Les têtes se tournèrent. Les chuchotements commencèrent avant même qu'elle ait fait 3 pas. Clara garda le menton haut. Elle se fraya un chemin parmi la foule, comme si elle en faisait partie, saluant poliment d'un signe de tête les personnes qui ne la regardaient pas dans les yeux. La femme du révérend, Madame Whit, lui adressa un petit sourire compréhensif avant d'être écartée par Madame Garrett. Bien sûr, les Garrett étaient là. Thomas se tenait près de la table des rafraîchissements, l'air mal à l'aise dans un costume trop serré aux épaules. Sa mère présidait la réunion non loin de là, entourée de femmes suspendues à chacun de ses mots venimeux. Clara avait prévu de les éviter, mais Madame Garrett avait d'autres plans. « Mademoiselle Whitmore », la voix trancha le murmure comme un couteau. « C'est très courageux de votre part de vous montrer ici. » Clara se retourna lentement. « Madame Garrett,
Quelle joie de vous voir, vraiment. Madame Garrett s'approcha, vêtue de soie. J'aurais pensé que vous seriez trop honteuse pour vous montrer en société après la façon dont vous avez vécu. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Le sourire de la vieille femme était doux comme du poison. Seule avec un veuf, 5 enfants témoins de Dieu, c'est quelle immoralité. Tout le village en parle. Clara sentit les regards de toutes les personnes présentes braqués sur elle. Tout le village devrait s'occuper de ses propres affaires. Un murmure parcourut la foule. L'expression de Madame Garrett se durcit. Oubliez qui vous êtes, Mademoiselle Whitmore. Vous n'êtes personne ici. Moins que rien. Une femme stérile qui joue à la dinette avec la famille d'une autre femme. Les mains de Clara tremblaient, mais sa voix resta ferme. Mary Coulter est morte depuis 3 ans. Ses enfants n'ont pas eu l'attention d'une mère pendant tout ce temps. Je ne la remplace pas. Je les aide. Vous vous aidez plutôt vous-même avec son mari. Sam Coulter n'a été qu'honorable. Sam Coulter est un idiot. Madame Garrett éleva la voix. Et vous êtes une malédiction pour tout ce que vous touchez. Votre présence dans ce village n'apporte que du malheur. Clara entendit les murmures de la foule, qui était d'accord. C'était ce à quoi elle s'attendait. Cela faisait partie du plan, mais cela reste une offense. Je regrette que vous le voyiez ainsi, dit Clara à voix basse, mais ma présence ici ne vous regarde pas. Je suis venue prier comme n'importe qui d'autre. Elle se retourna pour partir. Madame Garrett la saisit par le bras. Nous n'avons pas fini. Si. Clara se dégagea. Oui. Elle se dirigea vers la porte de l'église, sentant tous les regards posés sur elle, entendant tous les chuchotements, qu'ils continuent à regarder. Elle faisait son travail. Mais où était Sam? Dehors, l'air froid frappa Clara comme une gifle. Elle marcha le long de l'église, s'éloignant des fenêtres, essayant de calmer son cœur qui battait à toute rompre. C'était toute une performance. Clara se retourna. Victor Harlan sortit de l'ombre, une cigarette allumée entre les doigts. Monsieur Harlan, Mademoiselle Whitmore. Il s'approcha lentement, délibérément. J'espérais que vous auriez suivi mon conseil, que vous seriez parti avant que les choses ne tournent mal. Je ne suis pas doué pour suivre des conseils. Je vois. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle. Sam Coulter n'est pas ici. Son cheval est attaché à l'extérieur de la ville, ce qui signifie qu'il est quelque part où il ne devrait pas être. Clara sentit son sang se glacer. Je ne sais pas de quoi vous parlez. N'insultez pas mon intelligence. La voix de Harlan se durcit. J'ai des hommes qui surveillent ma propriété depuis des jours. Ils ont vu Madame O'Brien explorer les lieux. Ils savent qu'il y a quelque chose de prévu pour ce soir. Alors pourquoi n'est-il pas là pour l'empêcher? Parce que je voulais lui donner une dernière chance. Harlan s'approcha. Partez immédiatement. Prenez cette charrette et quittez le territoire du Wyoming. Je laisserai Coulter partir. Je vous pardonnerai même votre dette. Le cœur de Clara battait à tout rompre. Pourquoi? Pourquoi est-ce si important que je reste ou que je parte? Parce que vous êtes dangereuse. Les yeux de Harlan brillèrent. Pas toi en particulier, mais ce que tu représentes. Une femme qui refuse de savoir où est sa place. Une famille qui ne suit pas les règles. Un exemple qui pourrait inspirer d'autres à résister. À résister à ton intimidation. À mes ordres. La voix de Harlan s'éteignit. J'ai construit quelque chose ici, Mademoiselle Whitmore. Un système qui fonctionne. Les gens savent qui est aux commandes. Ils savent ce qui se passe s'ils dépassent les bornes. Mais toi et Coulter, vous êtes des fissures dans les fondations. Si je vous laisse continuer, d'autres pourraient penser qu'ils peuvent aussi continuer. Clara le fixa du regard. Tu as peur. Excuse-moi. Tu as peur de nous. Elle faillit éclater de rire. Un veuf avec 5 enfants et une enseignante stérile. C'est ça qui t'empêche de dormir. Le visage de Harlan s'assombrit. Choisissez vos prochains mots avec beaucoup de prudence. Sinon quoi? Vous brûlerez une autre grange, vous volerez plus de bétail, vous répandrez plus de mensonges. Clara fit un pas en avant au lieu de reculer. Vous avez déjà fait le pire. Que vous reste-t-il? Je pourrais vous détruire. La voix de Harlan était glaciale. Je pourrais recouvrer toutes les dettes du ranch, m'assurer que personne dans cette région ne fasse plus jamais affaire avec lui. Ses enfants finiraient dans des orphelinats et vous finiriez exactement là où vous méritez d'être, seul. Clara sentit la menace lui transpercer les os. Mais autre chose surgit en même temps que la peur. De la colère. Vous croyez que ça me fait peur?
Sa voix tremblait, mais plus de peur. J'ai été seul toute ma vie. J'ai été rejeté, abandonné, jeté, comme si j'étais une ordure. Je n'ai rien à perdre. Tout le monde a quelque chose à perdre. Pas moi. Plus maintenant. Les yeux de Clara brûlaient, mais les enfants de Sam ont tout à perdre. Et je brûlerai tout ce village avant de te laisser leur enlever cela. Harlan l'étudia longuement. Tu es sérieuse? Chaque mot. Quelque chose changea dans son expression. Ce n'était pas exactement de la peur, mais plutôt une réévaluation. Intéressant. Il laissa tomber sa cigarette et l'écrasa avec son talon. Très bien, mademoiselle Whitmore. Tu as pris ta décision. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Il passa devant elle et se dirigea vers l'église. À la porte, il s'arrêta. Au fait, mes hommes ont capturé votre amie, Madame O'Brien. Ils la retiennent sur ma propriété. J'ai pensé que vous deviez le savoir. Le sang de Clara se glaça. Si vous lui faites du mal, cela dépendra entièrement de vous. Harlan sourit. Profitez de la fête. Il disparut à l'intérieur. Clara resta paralysée, l'esprit tournant à 1000 à l'heure. Maggie avait été capturée. Sam était en train de tomber dans un piège et elle était seule, sans aucun moyen de l'avertir à moins de courir jusqu'à la charrette. Le cheval protestait contre le rythme effréné, mais Clara ne ralentit pas. Le chemin menant à la propriété de Harlan était accidenté et traître dans l'obscurité. Elle faillit se renverser à 2 reprises, mais elle continua, poussée par quelque chose de plus fort que la peur. Maggie, Sam, les enfants qui l'attendaient à la maison. Tout ce qu'elle aimait était en jeu. Elle aperçut la lueur des lanternes avant de voir la maison. De multiples lumières bougeaient dans l'obscurité. Des hommes qui cherchaient, des hommes qui chassaient. Clara sortit la charrette de la route et attacha le cheval à une branche basse. Elle devrait continuer à pied à partir de là. La propriété était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Des bâtiments annexes étaient disséminés sur le terrain. La maison principale se dressait, sombre, contre le ciel. Et partout, il y avait des hommes avec des lampes torches et des armes à la ceinture. Comment allait-elle trouver Sam au milieu de tout cela? Une main lui couvrit la bouche par derrière. Clara faillit crier. Silence. La voix de Sam dans son oreille. C'est moi. Elle se détendit, soulagée, lorsqu'il la lâcha. Je pensais qu'ils t'avaient attrapé. Ils ont failli le faire. Son visage était sombre. Ils ont Maggie. Je les ai vus l'emmener dans la maison principale. Je sais. Harlan me l'a dit. Harlan, il était à l'église. Il savait tout, Sam. C'était un piège depuis le début. Sam jura entre ses dents. Il faut sortir Maggie de là. Comment? Il y a des hommes partout. Je ne sais pas. Sam serra les mâchoires, mais je ne l'abandonnerai pas. Moi non plus. Ils s'accroupirent dans l'obscurité, observant les patrouilles. 2 hommes à la porte principale, un autre contournant le côté est, un autre près des écuries. Là, dit Clara en montrant du doigt, l'entrée des domestiques. Personne ne la surveille, probablement parce qu'elle est fermée à clé ou parce que Harlan est tellement arrogant qu'il pense que personne n'oserait s'y aventurer. Sam la regarda. Tu veux entrer par la porte principale? Par la porte arrière? Mais oui, parfois, le geste le plus audacieux et le plus sûr, c'est de la folie. Tu as une meilleure idée? Lui n'en avait pas. Ils se déplacèrent dans l'ombre, le cœur battant à tout rompre, jusqu'à atteindre l'entrée de service. Clara essaya la poignée. La porte s'ouvrit. Je te l'avais dit, murmura-t-elle. Ne te réjouis pas trop vite. À l'intérieur de la maison régnait un silence trop profond. Leurs pas résonnaient malgré toutes les précautions qu'ils prenaient en marchant. Ils inspectèrent pièce après pièce. Vide, toute vide. C'est alors que Clara l'entendit. Une voix furieuse provenant d'un endroit en dessous. La cave, murmura Sam. Ils trouvèrent les escaliers derrière une porte verrouillée, fermée mais vieille. Sam la poussa avec son épaule. Le bois se fendit. Ils descendirent dans l'obscurité. Au fond, un couloir s'étendait. Une seule porte au bout, avec de la lumière qui filtrait d'en dessous. Ils s'approchèrent furtivement. « Vous pensez pouvoir me voler et vous en tirer à bon compte ?» dit Harlan d'une voix désagréable, pleine de rage. « Je ne te volais pas, » répondit Maggie d'une voix provocante malgré tout. « Je te démasquais. Il y a une différence, Elmwesh. La loi ne le verra pas ainsi. La loi est dans ta poche. Tout le monde le sait. Alors tout le monde sait ce qui arrive à ceux qui se mettent en travers de mon chemin. » Clara arriva la première à la porte. Elle ne réfléchit pas. Elle n'élabora pas de plan. Elle l'ouvrit d'un coup sec.
Harlan eut l'air surpris. Maggie était assise, attachée à une chaise, le visage meurtri mais les yeux brûlants. Mademoiselle Whitmore, Harlan se ressaisit rapidement. C'est gentil de vous joindre à nous. Laisse-la partir. Ou quoi? Il se dirigea vers un bureau dans le coin. Tu continueras à me regarder avec haine. Sam se plaça derrière Clara. Ou je te ferai regretter d'avoir mis les pieds sur le territoire Wyoming. La main de Harlan glissa vers un tiroir. Je ne ferai pas ça, dit Sam, à moins que tu ne veuilles que ça finisse mal. Ça va mal finir de toute façon. Les doigts de Harlan se refermèrent sur quelque chose dans le tiroir. La seule question est, pour qui? Il sortit un pistolet. Le cœur de Clara s'arrêta de battre. Tu crois que tu peux me menacer dans ma propre maison? Harlan pointa son arme sur Sam. Tu crois que je ne vais pas appuyer sur la gâchette? Tu n'es pas un meurtrier. Je suis ce que je dois être. La confrontation se prolongea. Puis, une nouvelle voix se fit entendre depuis la porte. Baisse ton arme, Victor. Tout le monde se retourna. Ruth Harlan était là, pâle et tremblante, serrant contre sa poitrine un livre relié en cuir. Ruth, la voix de Harlan s'aiguisa. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce que j'aurais dû faire il y a des années. Elle fit un pas en avant, tenant le livre. C'est ce qu'ils sont venus chercher, le livre de comptes. Tous les crimes que tu as commis depuis notre mariage. Donne-moi ça. Non, la voix de Ruth se brisa. Je t'ai vu détruire des gens, Victor. Des gens bons, des gens honnêtes. Je l'ai vu et je n'ai rien dit parce que j'avais peur, mais j'en ai assez d'avoir peur. Ruth, ne sois pas stupide. Je ne suis pas stupide. Les larmes coulèrent sur son visage. J'ai enfin le courage de t'arrêter. Elle tendit le livre de comptes à Clara. Prends-le. Montre à tout le monde qui tu es vraiment. Le visage de Harlan se déforma de rage. Ingrate, c'est fini. La voix de Ruth resta ferme. J'ai déjà prévenu le shérif. Il arrivera demain matin. La main avec laquelle Harlan tenait l'arme trembla. Pendant un terrible instant, Clara crut qu'il allait quand même tirer. Tirer sur tout le monde par pure rancune. Puis, lentement, il baissa le bras. Vous allez le regretter, dit-il. Vous tous, peut-être. Sam s'avança et retira l'arme des doigts flasques de Harlan. Mais vous le regretterez davantage. Ils détachèrent Maggie. Ils sortirent de cette quai, de cette maison, dans l'air froid de la nuit, libre. Le voyage de retour se déroula sans encombre. Maggie somnolait à l'arrière de la charrette, épuisée mais vivante. Ruth Harlan était restée en arrière pour attendre le shérif et lui faire sa déposition afin d'échapper enfin à la prison de son mariage. Clara s'assit à côté de Sam, le lourd livre de comptes sur les genoux. « C'est fini, dit-elle à voix basse. « Vraiment, Aaron, c'est fini. Une fois que le shérif aura vu ça, je ne parle pas de Harlan. » La voix de Sam semblait étrange. « Je veux dire nous, toi et moi, tout ce que nous avons évité. » Clara retint son souffle. « Sam, j'ai failli te perdre ce soir. » Ses mains se crispèrent sur le fusil. Elle resta là à regarder l'arme pointée sur nous. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était « Je ne te l'ai jamais dit. Je n'ai jamais prononcé les mots. » Quels mots? Il se tourna pour la regarder. « Je t'aime, Clara. Le monde s'est arrêté. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis quelques semaines. Je sais qu'il y a des centaines de raisons pour lesquelles c'est fou. Sa voix s'est brisée. Mais je t'aime. Je t'aime depuis que tu t'es assise dans la neige et que tu as raconté tes cauchemars à Noah. Je t'aime depuis que tu as affronté Ellie et que tu n'as pas reculé. Je t'aime depuis que tu es entré dans cette église aujourd'hui comme si tu n'avais peur de rien. Même si elle pouvait voir que ses mains tremblaient, Clara ne pouvait plus respirer. Sam, tu n'as pas besoin de le dire aussi. Il détourna le regard. J'avais juste besoin que tu le saches. Arrête de parler. Il se tut. Clara s'approcha et prit son visage entre ses mains. « Je t'aime aussi. » Il écarquilla les yeux. « Vraiment? Je t'aime. J'aime tes enfants. J'aime ce ranch ridicule avec ses clôtures cassées et le bétail dans sa cuisine qui sent toujours la fumée. » Elle rit à travers ses larmes soudaines. « J'aime tout ça. Je ne savais pas que j'en étais capable, mais je l'aime. » Sam la regarda comme si elle lui avait offert la lune. Puis il l'embrassa là, dans la charrette, au milieu de la route, avec Maggie qui ronflait à l'arrière. Ce n'était pas élégant, ce n'était pas prévu, c'était parfait. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Clara rit. « Que diront les enfants?
Ils diront probablement qu'il était temps. Ellie va être insupportable. Ellie est toujours insupportable. Cela fait partie de son charme. Clara posa sa tête sur son épaule. Pour la première fois de sa vie, elle ne fuyait rien. Elle courait vers quelque chose, vers un foyer, une famille, l'amour, tout ce qu'elle n'avait jamais osé désirer, tout ce qu'elle avait enfin. Le ranch apparut à l'horizon juste au moment où le soleil se levait et 5 petites silhouettes attendaient sous le port. Les enfants n'attendiront pas que la voiture s'arrête. Ellie arriva la première, le visage baigné de larmes. Elle essayait de se cacher. Jake la suivait de près, silencieux comme toujours, mais se déplaçant plus vite que Clara ne l'avait jamais vu. Les jumeaux arrivèrent ensuite, trébuchant l'un sur l'autre dans leur précipitation. Et Lily. Lily se jeta sur Clara avant même qu'elle ne descende, enroulant ses petits bras autour de sa taille comme un étau. « Tu es revenu, sanglota Lily. Tu l'avais promis et tu es revenu. » Clara la souleva et la serra fort dans ses bras. « Je t'ai dit que les vraies promesses ne peuvent pas être rompues. Nous pensions... » La voix d'Ellie se brisa. « Quand tu n'es pas rentré hier soir, nous avons pensé. »« Je sais. » Clara tendit son bras libre et attira Ellie vers elle. « Je sais. Je suis désolé. » Sam était entouré des jumeaux et de Jake. Ils parlaient tous en même temps. Ses yeux rencontrèrent ceux de Clara au-dessus de leur tête, à la maison. Ils étaient chez eux, tous à l'intérieur. Ellie retrouva son calme. De retour. Mademoiselle Clara a besoin de manger et de se reposer. On dirait qu'elle n'a pas dormi depuis une semaine. Et Mademoiselle Maggie, elle cessa de regarder la vieille femme qui montait péniblement dans la voiture. Mademoiselle Maggie, qu'est-il arrivé à votre visage? C'est une longue histoire. Maggie minimisa son inquiétude. Rien qu'une tasse de café fort ne puisse arranger. Je vais le préparer. Ellie s'était déjà mise en route. Jake aida Paul avec les chevaux. Les jumeaux, arrêtez de grimper sur Mademoiselle Clara. Lily, je ne te lâcherai pas, annonça Lily. D'accord, mais ne faites trébucher personne. En quelques minutes, ils étaient à l'intérieur, enveloppés d'une chaleur qui les enveloppait comme une étreinte. Clara s'enfonça dans un fauteuil, Lily toujours accrochée à sa hanche. Les jumeaux se blottissaient contre elle. Même Jake restait près d'elle, assez près pour la toucher. Sam resta à la porte, observant sa famille se rassembler autour de cette femme qui avait tout changé. Puis Ellie lui tendit une tasse de café. Que s'est-il passé? Pourquoi as-tu mis autant de temps? Victor Harlan est passé. Les enfants restèrent immobiles. Mais c'est fini. La voix de Sam était ferme. Il ne nous embêtera plus. Comment le sais-tu? La voix de Noah était faible. Parce que nous l'avons arrêté. Clara lui serra l'épaule. Ensemble. Vous l'avez frappé? Demanda Nate avec espoir. On ne l'a pas frappé. Clara sourit presque, quelque chose de mieux. On lui a dit la vérité. La vérité sur quoi? Sur toutes les mauvaises choses qu'il a faites. Maintenant, les personnes qui peuvent faire quelque chose à ce sujet le savent et veilleront à ce qu'ils ne puissent plus faire de mal à personne. Les jumeaux y réfléchirent. La vérité vaut mieux que les coups. Nate semblait sceptique, même si les coups ont généralement leur place. Clara. La voix de Sam contenait un avertissement, mais ses yeux étaient chaleureux. Quoi? Je suis juste honnête. Ellie les regarda tous les deux, et ses yeux perçants remarquèrent quelque chose. Il y a quelque chose de différent. Que veux-tu dire? Demanda Clara. Toi et P, vous vous regardez différemment. Ellie plissa les yeux. Que s'est-il passé? Sam s'éclaircit la gorge. Nous devrions en parler. Parler de quoi? Jake prit la parole pour la première fois. Des changements qui pourraient arriver. 5 paires d'yeux se posèrent sur son père. Sam regarda Clara. Elle acquiesça. Nous, Clara et moi, il s'interrompit, puis reprit. Nous avons pris une décision. Si vous êtes tous d'accord. Pause. Il essayait de dire qu'il aimait Maëlle Clara. Ellie l'interrompit. Et Maëlle Clara l'aime aussi. Et ils vont probablement se marier. Silence. Comment l'as-tu su? Balbutia Sam. Je ne suis pas aveugle. Ellie croisa les bras. J'ai vu comment tu la regardes et comment elle te regarde. Nous l'avons tous vu. Clara rougit. Tu l'as vu, Maëlle Clara. Lily lui tira la manche. Cela signifie-t-il que tu vas rester pour toujours? Clara regarda Sam, ses enfants, cette famille qu'il avait accueillie avant même qu'elle ne sache qu'elle voulait être accueillie. Si tu nous acceptes, nous t'accepterons. Les jumeaux parlèrent à l'unisson,
puis se regardèrent avec colère pour s'être copiés. Mais maman, la voix de Jake brisa l'enthousiasme. Tout le monde se tut. Jake s'éloigna du groupe, les bras croisés et le visage décomposé. J'aime bien mademoiselle Clara. Moi aussi, mais maman... Sa voix se brisa. Et si on l'oubliait? Et si la présence de mademoiselle Clara ici nous faisait l'oublier? Le cœur de Clara se brisa. Elle posa délicatement Lily par terre et s'approcha de Jake, s'agenouillant pour être à la hauteur de ses yeux. « Jake, regarde-moi. » Il le fit à contre-cœur. « Je n'essaierai jamais de te faire oublier ta mère. Jamais. Elle faisait partie de toi avant que j'arrive ici. Elle t'aimait d'une manière que je suis encore en train d'apprendre. Et cet amour ne disparaît pas simplement parce qu'une nouvelle personne entre dans ta vie. Mais P a dit... Qu'est-ce que P a dit? Il a dit, tu es chez toi maintenant. Mais maman était mon chez moi. Comment peut-il y avoir deux chez moi? Clara regarda Sam. Il acquiesça, lui donnant la permission. Je peux te dire quelque chose sur les foyers? Elle prit les mains de Jake. Quand j'avais ton âge, je n'en avais pas. Ma mère est morte. Mon père l'a suivi. Personne ne m'aimait. Je pensais que le foyer était l'endroit où tu étais né, un endroit que tu ne pouvais pas choisir. Jake écoutait, les larmes coulant sur ses joues. Mais j'avais tort. Le foyer n'est pas un endroit. Ce sont les gens qui te choisissent. Et voici le secret. Elle lui serra les mains. Ton cœur peut contenir plus d'un foyer. L'amour de ta mère est un foyer. Cette famille en est un autre. Et ils ne s'annulent pas mutuellement. Ils s'additionnent. Ils s'additionnent comme en arithmétique. 1 + 1 a 2. Ce n'est pas l'un qui remplace l'autre. 2, 2 fois plus d'amour, 2 fois plus de foyer. Jake y réfléchit. Alors, t'aimer ne signifie pas que j'aime moins maman. Non, mon chéri, cela signifie que tu aimes davantage. Le visage de Jake se décomposa. Puis il se jeta dans les bras de Clara. Elle le serra dans ses bras pendant qu'il pleurait. Il pleura pour de vrai, le genre de pleurs qu'il avait retenu pendant 3 ans. Des sanglots profonds et déchirants qui secouaient tout son corps. Les autres enfants se sont rassemblés autour de lui. Ellie a posé sa main sur le dos de Jake. Les jumeaux se sont blottis contre lui. Lily lui a caressé les cheveux. Sam a observé les larmes dans ses propres yeux. Sa famille guérissait ensemble. Finalement, lorsque les sanglots de Jake se calmèrent, il s'écarta et s'essuya le nez avec sa manche. Mademoiselle Clara. Oui, je pense que maman l'aurait bien aimé. Clara eut la gorge serrée. Je pense que je l'aurais bien aimé moi aussi. Le shérif du territoire arriva 3 jours plus tard. Le shérif Thomas Reed était un homme buriné d'une 50aine d'années, avec une moustache grise et des yeux qui avaient trop vu pour s'étonner de quoi que ce soit. Il était accompagné de 2 adjoints et d'un mandat d'arrêt contre Victor Harlan. Sam l'accueillit sous le porche. « Monsieur Coulter Marshall, j'ai lu la déclaration de Madame Harlan et le livre de comptes. » L'expression de Reed était sombre. « C'est un crime grave. Corruption, extorsion, incendie criminel, vol. Cet homme a dirigé ce territoire comme s'il s'agissait de son royaume personnel pendant 20 ans. Pourra-t-il être condamné? Il pourra être condamné. » Reed tendit un document à Sam. « Voici la remise de votre dette. Madame Harlan a signé la modification. Vous ne devez rien à personne. » Sam regarda le papier. C'est elle qui l'a fait. Elle a dit que c'était le moins qu'elle puisse faire. Elle a dit que son mari avait détruit suffisamment de vies. Elle ne voulait pas participer à la destruction de la tienne. Clara apparut à la porte. Les enfants se regroupèrent derrière elle. « Marshall, tu veux un café? » Reed toucha son chapeau. « C'est très aimable, madame, mais j'ai un long voyage qui m'attend. Je voulais juste vous remettre ceci en main propre. » Il regarda Sam. Harlan est en détention à Cheyenne. Le procès est prévu au printemps. Ils voudront votre témoignage et le sien, madame, et celui de madame O'Brien. Reed acquiesça, puis marqua une pause. Encore une chose. La famille Garrett était également impliquée avec Harlan. Pas autant, mais suffisamment. Il a été fortement recommandé à Thomas Garrett de déménager. Sa mère part avec lui. Clara resta immobile. Où déménage-t-il? En Californie. Avec effet immédiat. L'expression de Reed s'adoucit légèrement. J'ai pensé que vous voudriez le savoir. Quoi qu'on lui ait fait, il n'a pas oublié. Il est simplement traité différemment. Clara ne savait pas quoi ressentir. Du soulagement peut-être, ou de la vengeance, ou simplement de l'épuisement face à toute cette horrible affaire.
Merci, Marshall. Merci, madame. Vous avez fait preuve d'un grand courage en poursuivant un homme comme Harlan. La plupart des gens auraient détourné le regard. La plupart des gens n'ont pas 5 enfants à charge. Reid regarda les visages qui apparaissaient sous sa jupe. Non, madame, je suppose que non. Il partit à cheval, emportant avec lui la dernière ombre de Victor Harlan. Le printemps arriva lentement dans le Wyoming. La neige recula centimètre par centimètre, laissant apparaître l'herbe brune qui allait devenir verte et les ruisseaux gelés qui allaient recommencer à couler. Un monde en attente de renaissance. Clara se tenait sous le porche et regardait les enfants jouer dans la cour boueuse. Les jumeaux se disputaient un bâton. Lily faisait des gâteaux de boue avec plus d'enthousiasme que d'habileté. Jake et Ellie s'étaient associés pour réparer une partie de la clôture, travaillant ensemble dans un silence confortable. 3 mois s'étaient écoulés depuis leur arrivée. 3 mois depuis qu'elle s'était effondrée dans la neige, prête à laisser le froid l'emporter. Une vie entière. Des bras l'enlacèrent par derrière. Tu réfléchis trop. La voix de Sam était chaleureuse contre son oreille. Je ne réfléchis pas. J'observe. J'observe et je réfléchis. Je sais. Elle s'appuya contre lui. Je pensais à combien tout est différent. À combien je suis différente. Différente dans le sens où, il y a 3 mois, je n'étais personne, moins que personne. Une femme qui ne pouvait pas faire la seule chose que les femmes sont censées faire. Sa voix trembla. Maintenant, j'ai tout. Une famille, un foyer, toi. Parfois, cela ne me semble pas réel. Sam la fit se tourner vers lui. C'est réel, je le sais, mais une partie de moi continue d'espérer que cela disparaisse. Que quelqu'un me dise que je ne le mérite pas. Tu le mérites. Ses mains caressèrent son visage. Tu mérites tout cela. Et quiconque dira le contraire devra passer sur mon cadavre. Clara sourit malgré elle. Mon protecteur, bien sûr. Il l'embrassa lentement, tendrement et prometteur. Un cri les interrompit. P et Mademoiselle Clara s'embrassent encore. C'est dégoûtant. Ce n'est pas dégoûtant. C'est romantique. Qu'est-ce qui est romantique? C'est Cande. Peu importe. Tout le monde à l'intérieur. Nous devons parler. Les enfants se rassemblèrent dans le salon principal, l'air curieux. Sam et Clara se tenaient devant eux, les mains enlacées. « Que se passe-t-il? » demanda immédiatement Ellie. « Il ne se passe rien. » Sam serra la main de Clara. « Il se passe quelque chose. Quelque chose de très bien. »« Vous avez trouvé plus d'or? » demanda Nate avec espoir. « Il n'y a pas d'or, Nate. Arrête de poser des questions sur l'or. » Il y avait de l'or dans l'une des histoires. Il ne s'agit pas d'or. Sam prit d'une profonde inspiration. Il s'agit de la famille, notre famille. 5 visages observaient, 5 cœurs attendaient. J'ai demandé à Clara de m'épouser. Silence, puis Lily s'écria. Vraiment, 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 tu vas être notre vraie maman. Si c'est ce que tu veux, c'est aussi ce que nous voulons. Les jumeaux s'écrièrent à l'unisson. Ellie. Clara regarda l'aîné, dont l'avis était le plus important. Qu'en penses-tu? Ellie resta silencieuse pendant un long moment. Je pense, sa voix tremblait. Je pense que maman attendait cela. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Que veux-tu dire? Avant de mourir. Ellie déglutit. Maman m'a fait promettre quelque chose. Elle m'a dit, Ellie, si je n'y arrive pas, prends soin de tes frères et sœurs, mais ne laisse pas ton père seul pour toujours. Il a besoin de quelqu'un qui l'aime. Promets-moi que tu l'aideras à trouver cette personne. Le silence s'installa dans la pièce. Je lui ai promis, continua Ellie, mais je ne savais pas comment faire. Je n'étais qu'une enfant. Je ne savais pas comment l'aider à trouver quelqu'un. Elle regarda Clara. Mais ensuite, tu es arrivée et tu étais la personne qu'il fallait. Je l'ai su dès le premier soir, quand tu t'es assise auprès de Noah pendant son cauchemar. Maman aurait fait ça, maman l'a fait. Clara ne pouvait pas parler. Alors oui, la voix d'Ellie se raffermit. Je veux que tu épouses P. Je veux que tu fasses partie de notre famille. Je pense que tu en fais déjà partie. Clara traversa la pièce et serra Ellie dans ses bras. Merci, murmura-t-elle, de me faire confiance. Merci, on y... C'est ça ici, répondit Ellie à voix basse. D'être resté. Le mariage fut simple. Pas de grande église, pas d'invités de la haute société, pas de robe coûteuse ni de cérémonie élaborée, juste le révérend Whit debout dans le salon des Coulter par un après-midi ensoleillé d'avril. Seule Maggie O'Brien était présente comme témoin,
s'essuyant les yeux avec un mouchoir qu'elle jurait être uniquement destiné à ses allergies. Seulement 5 enfants dans leurs plus beaux atours, le visage rayonnant de joie. Et Sam, attendant devant l'hôtel improvisé, regardant Clara comme si elle était le rêve de toute sa vie. Clara marcha vers lui dans une robe bleue, la même qu'elle avait portée à la fête de l'église, celle que Maggie lui avait prêtée. Pas de robe blanche, pas de voile, juste elle-même, telle qu'elle était. C'était suffisant. C'était tout. Chers frères et sœurs, commença le révérend Whit. Clara n'entendit presque pas ses paroles. Elle était trop occupée à regarder le visage de Sam, la façon dont ses yeux brillaient, la façon dont ses mains tremblaient lorsqu'il prit les siennes, la façon dont il la regardait comme si elle était la lune. Samuel James Coulter, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? Oui, je l'accepte, sans hésitation, sans doute. Clarabelle Whitmore, acceptez-vous de prendre cet homme pour époux? Clara pensa à tout ce qui l'avait amené là. Le rejet, la neige, le désespoir, les enfants qui avaient conquis son cœur avant même qu'elle ne sache qu'elle en avait un à donner. Oui, je l'accepte. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Le révérend Whit sourit. Vous pouvez embrasser la mariée. Sam l'attira vers lui. Bonjour, Madame Coulter. Bonjour, Monsieur Coulter. Il l'embrassa sous les acclamations des enfants. Enfin, s'écria Nate. Il était temps, répéta Noah. On peut manger le gâteau maintenant? Demanda Lily. Oui. Clara rit contre les lèvres de Sam. On peut manger le gâteau maintenant. Ce soir-là, après avoir mangé le gâteau et couché les enfants, Clara resta sur la terrasse à regarder les étoiles. Il y en avait tellement, plus qu'elle n'en avait jamais vu en ville. Tout un univers s'étendait au-dessus d'elle, vaste, infini et magnifique. Sam s'approcha par derrière et passa ses bras autour de sa taille. « À quoi pensez-vous, Madame Coulter? » Elle sourit en entendant son nom. Je pense à quel point la vie est étrange. C'est étrange comme il y a quelques mois, j'étais la femme stérile, la maudite, celle que personne ne voulait. Elle s'appuya contre lui. Maintenant, j'ai 5 enfants qui m'appellent maman, un mari qui m'aime, un foyer, une famille. Le village s'est trompé à ton sujet. Le village a été cruel, mais il ne s'est pas complètement trompé. La voix de Clara s'adoucit. Je ne peux pas avoir d'enfants. Cela n'a pas changé. Et cela n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Am la fit se tourner vers lui. Clara, regarde ce que nous avons. 5 enfants qui t'adorent. Une maison pleine de bruit, de chaos et d'amour. Penses-tu vraiment que nous avons besoin de plus? Je veux juste m'assurer que tu ne te contentes pas de peu, que tu ne le regretteras pas un jour. Écoute-moi. Sa voix était féroce. Mary et moi avons essayé pendant des années d'avoir des enfants. Nous en avons perdu 3 avant l'arrivée d'Ellie. Nous en avons perdu d'autres entre chaque naissance. Elle a failli mourir en donnant naissance aux jumeaux. Elle est morte en donnant naissance à celui qui n'a pas survécu. Clara eut la gorge serrée. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vécu l'expérience d'une femme qui pouvait avoir des enfants. Cela l'a presque tuée. Finalement, cela l'a tuée. Ses yeux se sont rivés aux siens. Je ne veux plus de ça. Je t'aime tel que tu es, tel que tu seras toujours. Sam, tu n'es pas stérile, Clara. Tu n'es pas brisée. Tu n'es rien de ce qu'on t'a dit. Il prit son visage entre ses mains. Tu es la mère de 5 enfants qui avaient désespérément besoin d'elle. Tu es la femme d'un homme qui pensait ne plus jamais aimer. Tu es un miracle, mon miracle. Des larmes coulèrent sur ses joues. Je t'aime, je le sais. Il embrassa son front. Moi aussi, je t'aime pour toujours. Une porte grinça à l'intérieur. On n'arrive pas à dormir. La voix de Lily se fit entendre de l'extérieur. On a essayé, mais on n'arrête pas de penser que Mademoiselle Clara est maintenant notre maman et on est très excités. Clara rit à travers ses larmes. Venez tous ici. Ils sortirent en masse. 5 enfants pieds nus et en pyjama se pressèrent sur le porche. Lily grimpa dans les bras de Clara. Les jumeaux se blottirent contre les jambes de Sam. Jake et Ellie s'appuyèrent contre la balustrade, essayant de paraître trop grandes pour les câlins familiaux, mais sans y parvenir. « Regardez les étoiles, dit Clara. Vous voyez combien il y en a? »« Des millions, murmura Noah. »« Des milliards, le corrigea Nate. Quel que soit leur nombre, Clara les serra tous contre elle. C'est à ce point que je vous aime. Vous tous, pour toujours. Même quand on se conduit mal, demanda Nate. Même dans ces moments-là.
Même quand Jake ne parle pas pendant 3 jours. Jake donna un coup de coude à son frère. Même dans ces moments-là, même quand Ellie est autoritaire. Je ne suis pas autoritaire. Je suis responsable. Même dans ces moments-là, confirma Clara. Sam les serra tous dans ses bras. Cette famille désordonnée, magnifique et parfaite. Maman. La voix de Lily était maintenant endormie. Oui, ma chérie. Je suis heureuse que tu sois venue avec nous. Clara ferma les yeux. Il y a 3 mois, elle avait été rejetée parce qu'elle était stérile. Elle s'était effondrée de désespoir. Elle était prête à mourir dans la neige. Maintenant, elle avait tout. Non pas malgré ce qu'elle avait perdu. Grâce à cela. Moi aussi, je suis heureuse, chérie, murmura-t-elle. Moi aussi, je suis heureuse. Et là, sous les étoiles infinies, entourée d'enfants qui l'aimaient, enlacée par un homme qui la voyait telle qu'elle était, Clara Bell Coulter comprit enfin. Elle n'avait jamais été stérile. Elle avait attendu. Attendu 5 enfants qui couraient après elle en criant « Maman ». Attendu une famille qui avait besoin exactement de ce qu'elle avait à offrir. Attendu un amour qui comblerait chaque vide de son cœur. Elle n'était plus stérile. Merci d'avoir partagé ce bout de chemin. Abonnez-vous et continuons à chevaucher ensemble vers les frontières où naissent les rêves.